Bonjour, bienvenue. On est ravis de vous retrouver avec ce fameux Philippe David. C'est mon anticyclone plutôt que ma perturbation. Oh, bah ça c'est bien. L'anticyclone, c'est ce qui apporte le beau temps. Merci Cécile, vous qui êtes solaire. Je mens bien, non? Ah bon, vous mentiez? Le concours de Flagor, non mais je rêve. C'est pour avoir la paix, je suppose que vous faites ça, Bénibus. C'est ça. Non, parce qu'en fait, elle a une crainte. Ouais, parce c'est-à-dire j'ai appelé le garde des Sceaux, parce que ça va être le premier débat sur la loi des contre Sceaux les... SOT. Non, SCEAUX, pour parler des repentis. Parce que j'espère qu'il n'y aura pas de loi pour les repentis sur le pire cartel qui existe, le cartel de la truande ou qui c'est qui l'a dit, dont les deux leaders s'appellent Cécile de M et Philippe B. Oui, vous n'avez aucune preuve. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune honte tous les deux. Mais vous n'avez fraudeur qui perd tout le temps, c'est assez surprenant. C'est qu'il est vraiment pas doué. Vous savez ce que c'est? Ou alors il ne fraude pas. Vous savez que c'est interdit ce que vous faites. C'est-à-dire que vous accusez sans savoir et sans preuve. Ah bah si, j'ai des preuves. Totalement. C'est une diffamation. Je vois attendez, vos je vais regards. demander au réalisateur. On peut appeler le 17. Appelez la police, le 17. Il est là, Philippe David. Mais qu'est-ce que c'est ce petit rayon vert que vous avez sur le crâne? Philippe David, messieurs, c'est par là. Rentrez. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue dans cette bonne ambiance de convivialité, amicale. Un peu mafieuse. Et oui, un peu. C'est les vrais voix jusqu'à 19h avec ce numéro de téléphone que vous connaissez bien, 0826 300 300. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30 pour endiguer le crime organisé. Éric Dupond-Moretti entend proposer un statut de repenti bien plus efficace que l'existant, inspiré de la législation anti-mafieuse italienne pour inciter les individus à changer de camp d'abord et en aidant les autorités à démanteler des réseaux. Ils bénéficieront en tout cas, entre autres, d'un changement d'état civil officiel et définitif. Alors parlons vrai, le gouvernement a-t-il les moyens de faire face à la montée du crime organisé? Peut-on vraiment inciter les trafiquants, les truands, on va dire ça comme ça, à changer de camp? Est-ce que l'Italie doit servir de modèle dans la lutte contre comme l'a fait dans la lutte contre la mafia, lutte contre le crime organisé? Faut-il une loi pour protéger les repentis? Et de manière surprenante, vous dites non à 58%. Aude attend vos réactions, vous n'avez pas besoin de vous repentir, au 0826 300 300. Yann Bastière sera avec nous, délégué national à l'investigation pour le syndicat de police Unité. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30, c'est ce qu'on en appelle le droit de veto, l'unanimité des 27 États membres requise pour prendre des décisions au Conseil européen. Mais Emmanuel Macron évoque une volonté franco-allemande d'y mettre fin pour passer au vote à la majorité qualifiée sur la politique étrangère et la fiscalité. Le Parlement européen s'y était déjà favorable en novembre dernier, tout comme plus récemment Raphaël Glucksmann. Et pour rappel, à plusieurs reprises ces derniers mois, la Hongrie a bloqué plusieurs projets d'aide financière à l'Ukraine, par exemple. Alors parlons vrai, est-ce que la fin de l'unanimité, ça ne signifie pas la fin de la souveraineté en politique étrangère? Y a-t-il une volonté d'aller vers plus de fédéralisme? Est-ce que l'unanimité ne crée pas de l'impuissance? Et à cette question, Europe, faut-il mettre fin à l'unanimité pour la politique étrangère? Vous dites oui à 53%. Vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Et c'est Max Erwan Gastineau qui sera avec nous, essayiste et chroniqueur politique, auteur d'une tribune contre la fin du droit de vote. Et c'était dans le Figaro. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec en priorité, bien sûr, absolue, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Il se tient, t'as vu comment il se tient? Je vais plaisir tout de même. Le Parce que co-gérant. après d'avoir traité de fraudeur, on reconnaît enfin mon mérite. Non, Bah j'ai oui. pas dit fraudeur, j'ai dit mafieux. Oui, mais J'ai dit dire. c'est le cartel du qui c'est qui l'a dit. Mais Ouais, vous mais n'avez c'est- pas honte, vous, arbitre putride. Même moi, j'ai jamais osé ça. Moi, j'ai dit Non, fourbe, racaille, tort. fourbe. Non, mais là, pour le coup, vous n'êtes pas Mais une vous y racaille. allez, On vous y sait très allez. bien qui sont les racailles à cette table. Bienvenue dans la grande mascarade. Ouais. Françoise de Goa est avec nous, éditorialiste Sud Radio. Bonsoir, Bonjour. Françoise de Goa. C'est Françoise Bouchette qui vous parle. La repentie. Oh là là, qu'est-ce que La repentie. Et voilà, je me repens par avance de toutes les fautes que je vais commettre dans cette émission. D'accord. Voilà, Il y a en du aura travail. beaucoup. Voilà, il y en aura beaucoup. Et celle d'avant aussi, non? Non, celle d'avant, Ouais, écoutez, d'accord. le Sinon, on repenti, termine à 4h du matin. on met le compteur à zéro. Vous, ça va. Vous, ça va. Vous. François Drugy est avec nous, ancien Le ministre et pauvre. ancien président de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, bonsoir. Ouais, Monsieur le bonsoir. président, voilà. On se demande bien ce qu'il fout ici. Il y a un type qui relève un peu le niveau et c'est il ça. est Il est déjà. là, il y a quelque chose tout de même Non, mais- qui s'éclaire. Non mais il y a une étude anthropologique avec vous et Philippe Bilger, c'est quand même intéressant à voir. Oui, donc, ça commence Non, bien. il représente juste
Un juste milieu, François, vous l'avez bien choisi. Ça va. Sinon, on s'entend bien. On s'envoie des petits SMS une fois de temps en temps. Allez, le 0826 300 300, c'est Christophe qui est avec nous de Paris. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Oui, bonsoir les vraies voix, bonsoir Cécile, évidemment Philippe, François Degois dans l'ordre, Philippe et François également. Super. Ouais. Salut Christophe. Votre coup de gueule, mon cher Christophe. Mon coup de gueule est très simple, il y a beaucoup de candidats mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent d'Europe. De quoi parle-t-on ? On en parle dans un instant, vous bougez pas. En attendant, c'est Sonia de Paris sur notre répondeur. Allô, bonjour, je suis en train d'écouter l'interview de quelqu'un, une dame qui doit être du camp de M. Macron, vu son discours. Et alors, je suis effarée par tant de bêtises et tant de mensonges. Mais elle nous prend pour des billes. Quand elle nous dit que le RN et les Républicains n'ont pas voté le pacte immigration parce que ça devait leur convenir, que pour eux, il n'y avait pas un souci d'immigration, mais elle nous prend pour je sais pas, pour des imbéciles notoires. Mais comment voulez-vous qu'après, on les croit quand ils disent des conneries pareilles à l'antenne ? Mais ils n'ont pas honte. On a envie de tout sauf de voter pour eux. Je suis sidérée. Si nous, on devait faire ça à notre boulot, ou avec nos enfants, ou avec notre famille, mais on serait considérés, mais comme des... Oh, je sais pas, les bras m'en tombent. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. C'était sur Nathalie Loiseau. Je n'ai écouté d'une oreille Nathalie Loiseau ce matin. Elle ne m'a pas semblé être plus mauvaise que d'habitude. Non, j'avoue que... C'est réglé. Elle cherchait à défendre avec une certaine mollesse, tout de même, la liste macroniste. Est-ce qu'elle sent tout de même déjà une débâcle anticipée ? Je ne sais pas. Oui, écoutez, elle joue son jeu. On a tous été à un moment donné dans ce cas de défendre parfois l'indéfendable. Ouais. Mais non, mais ça s'appelle aussi défendre son propre camp. Écoutez, Nathalie Loiseau, voilà, Nathalie Loiseau, quoi. François de Rugy. Je l'ai pas entendu, mais ce que je crois comprendre de cette auditrice, qui pousse un coup de gueule, alors c'est le propre des coups de gueule d'être excessif, mais c'est qu'elle reproche à Nathalie Loiseau de dire qu'au Parlement européen, il y a des groupes et des députés sortants qui se représentent, qui ont voté certains textes ou qui les ont pas votés. Mais moi, je trouve ça bien que pendant la campagne, on dise, et puis que chacun s'explique, et puis ensuite les électeurs votent, mais il faudrait pas qu'on vote sur les européennes comme si c'était rien passé pendant 5 ans au Parlement européen. C'est comme aux élections législatives en France. On regarde évidemment ce que les gens ont fait. Quand il y a eu l'élection présidentielle, les gens ont jugé ce que Macron avait fait pendant 5 ans et ainsi de suite. Et ce que les gens proposent pour l'avenir. Mais c'est quand même normal qu'on parle des votes des uns des autres. Parce que moi, j'ai souvent l'impression, alors moi aussi, je vais pousser mon petit coup de gueule, que les députés européens, quand ils prennent le TGV, là, le Thalys pour revenir de Bruxelles, ou le TGV Est pour revenir de Strasbourg, hop, ils oublient ce qu'ils ont voté au Parlement européen ou ce qu'ils ont ce sur quoi ils ont œuvré, et ils ne parlent que du débat national et ils se positionnent comme ci comme ça et ils invectivent les autres, surtout quand ils sont dans l'opposition. C'est de bonne guerre, les oppositions critiquent ceux qui sont au pouvoir, mais elles ne se justifient pas sur ce qu'ils font voter. Pourtant c'est normal, en démocratie au Parlement on vote. Et donc c'est normal de dire voilà ce que j'ai voté et pourquoi j'ai voté pour ou contre. Il y a un truc intéressant, c'est que pour la première fois, vous avez vu ce matin... Allez, on a très peu de temps, Françoise. Pour la première fois, la participation à ce stade de la campagne augmente largement par rapport à 2019. Ça veut dire que ce scrutin, cette fois-ci, va intéresser les gens. En tout cas, Christophe a très envie d'en parler de Paris, avec ces élections européennes qui, pour vous, en tout cas, dans les propositions, on ne parle pas du tout d'Europe. Non, on parle pas assez d'Europe. Moi, j'ai l'impression que l'Europe va jusqu'à Gaza, par exemple, ou jusqu'à Israël, voire jusqu'à l'Ukraine. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Voilà, j'ai l'impression qu'on parle pas de notre communauté européenne qui a été quand même fondée il y a pas mal d'années de ça. On a des problèmes au sein même de l'Europe. On peut parler d'immigration, on peut parler d'écologie, on peut parler de tas de sujets, mais on parle pas de nos pays. Voilà, et on passe son temps à s'invectiver, à se traiter d'extrême droite ou d'extrême gauche. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais moi ça me plaît pas. J'ai mon opinion sur l'Europe. J'ai envie que des gens me représentent et en parlent. Je trouve que Christophe a d'autant plus raison que celui qui fait pour l'instant un très bon score en Glucksmann est celui qui parle le plus de l'Europe, et le contre-exemple que je n'espérais pas,
c'est que François-Xavier Bellamy, qui a fait un travail considérable à Bruxelles, est amené pratiquement tout le temps à parler de la France. Et donc, il ne progresse pas, pour l'instant. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Christophe. C'est la première fois qu'il y a autant de choix entre des pro-européens, véritablement. Alors, il y a Raphaël Glucksmann qui, lui, résiste au fait de ne pas descendre dans l'arène nationale, ce qui peut d'ailleurs être, à mon avis, dans la dernière ligne droite, une véritable faute, parce qu'il faut parler aux gens de leur vie. Mais vous avez également François-Xavier Bellamy. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que je regarde beaucoup cette campagne. Je trouve qu'il y a un choix européen, pro-européen, des républicains, pro-européens critiques. Il y a évidemment Emmanuel Macron. Donc, je trouve qu'on n'a jamais autant parlé d'Europe que dans cette campagne, Christophe. Pardon. Petit mot, François de Rugy. Après, oui, c'est malheureusement quand même un grand classique que les élections européennes soient l'occasion de débats sur plein de choses qui ont souvent un lien très indirect avec l'Europe. Et surtout, ce qui est un peu gênant, c'est que beaucoup de candidats, et pour moi y compris Glucksmann ou Bellamy, ne disent pas ce qu'ils feraient s'ils étaient majoritaires au niveau européen. Ou alors c'est des grandes envolées, mais tout le monde peut se laisser aller à des grandes envolées. Mais en revanche, concrètement, là, la politique agricole commune, par exemple, tout le monde a parlé de l'agriculture. Quand il y a eu la crise des agriculteurs qui se sont mobilisés, leurs syndicats, le salon de l'agriculture. Et est-ce qu'il propose concrètement, par exemple, j'entends Glucksmann, il dit, je suis contre les accords de libre-échange, parce qu'à gauche, maintenant, c'est de bon ton d'être contre les accords de libre-échange. Bon, alors concrètement, est-ce que ça veut dire que les agriculteurs français et européens n'exporteront plus leur blé au Maghreb? Est-ce qu'ils n'exporteront plus les produits laitiers au Canada, qui ont fortement augmenté depuis qu'il y a eu un accord de... Voilà, il faut parler de ces choses-là concrètement, en faisant le lien, en effet, entre ce que l'on débat aujourd'hui et ce qui sera décidé demain au Parlement européen. En tout cas, ce qui est décidé maintenant, c'est d'aller partir en pub. Ça, c'est sûr. Une décision de la plus haute importance. Tu la vois, président de la Commission européenne, on morfleurait. Je te mettrai un petit peu de ménage là-dedans. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu et le réquisitoire de notre procureur préféré et chéri. Là, les mafieux. Non, ça me fait plaisir, ma chère Cécile. Le débat Attal-Bardella aura bien lieu. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. Aude, avec son large sourire, est avec nous aujourd'hui. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h et merci de votre fidélité, d'être si nombreux à nous écouter. Vous êtes... C'était quoi le chiffre? 4,3 millions 4,3 millions, c'était en mars dernier. Après 3,4 millions en février. Puis là, c'est le dernier jour d'avril. Et comme dirait un bon vieux proverbe, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc on aura les chiffres dans quelques jours. C'est en numérique. Donc on sera obligé de vous payer. Bon, bah ça c'est tout ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on? De Mathilde Panot qui dénonce une fuite en avant autoritaire sans précédent avant son audition à la police judiciaire. De la croissance du premier trimestre en France qui est plus élevée que redouté, 0,2%. Et puis de cette attaque à l'épée qui a semé l'effroi ce matin à Londres. 1 mort et 4 blessés. En 3 mots, ça donne fuite, croissance et épée. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur le débat à venir entre Gabriel Attal et Jordan Bardella que vous voulez requérir monsieur le procureur. Oui, en fait, la guerre des deux, j'ai fait une petite allusion à Giraudoux. J'étais sûr que Françoise la comprendrait et je ne savais pas que François de Rugy serait là et que Cécile serait à côté de Philippe pour la lui faire comprendre. Là, je vous trouve très Giraudur. Je plais. Vous vous égarez. Sérieusement. Bravo. C'est excellent. C'est excellent. Mais pas mal. Revenons au fait. C'est excellent. Revenons au fait. Alors, le débat aura bien lieu. N'importe quoi, cette émission. On ne connaît pas la date, mais pour ma part, je la regarderai avec encore plus d'intérêt que les précédentes émissions politiques. Et je me demande finalement si Gabriel Attal, dans ce débat, n'a pas plus à perdre, paradoxalement, que Jordan Bardella. Celui-ci a une telle avance, me semble-t-il, pour les élections européennes, que même s'il est mauvais, voire médiocre, eh bien, je ne pense pas que ça aura une incidence décisive sur son score. En revanche, si Gabriel Attal, dont certains reconnaissent le talent,
peut-être qu'il le surestime même. On se demande bien de qui il parle. Eh bien, lui, je pense, pourra, d'une certaine manière, s'il ne parvient pas à battre Jordan Bardella, il déplaira à Emmanuel Macron, qui lui assigne des missions quasiment impossibles. Et deuxième élément, lui-même, pour ceux qui lui conservaient une certaine aura, peut-être commencera-t-elle à se dissiper. Et là, je suis sérieux, hein, je parle pas de ma dilection qui ne s'exprime pas complètement d'ailleurs. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il a tout à gagner, Gabriel Attal, à faire ce débat. Il va le réussir. En fait, il y a deux phénomènes politiques aujourd'hui. Il y a des phénomènes de campagne, on peut dire que Glucksmann en est un, mais il y a deux phénomènes politiques aujourd'hui dans le pays, c'est Gabriel Attal et Jordan Bardella. Qu'on le veuille ou pas, ça c'est la réalité. Et donc, il a absolument tout à gagner. Bien sûr qu'il ne va pas faire forcément baisser le score du RN, mais s'il ramène 1 ou 2% des électeurs, ou s'il réveille les abstentionnistes, parce qu'on se rend compte quand on regarde les sondages que l'électorat macroniste, il ne va pas voter, il boude, il n'a pas envie, il va pas forcément chez Glucksmann, c'était faible, il va pas chez Mélanie, il reste chez lui. Si Gabriel Attal arrive à faire frémir de 1 ou 2 points, il aura gagné. Par ailleurs, il aura gagné le rôle du type qui va peut-être sauver la Macronie. Très en retard. Voilà. Pour le débat Bardella, pardon. Peut-être que ce sera du niveau du débat entre Fabius et Chirac en 1986, et où tout le monde au début avait pensé que c'était Fabius qui dominait Chirac, qui n'était pas très bon en débat, et qui à la fin a réussi à retourner complètement le débat, et qui a été un débat qui a marqué le débat politique à ce moment-là. Avec cette phrase, elle parlait au Premier ministre les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont fuite, croissance et épée, Félix. Mathilde Panot dénonce une fuite en avant autoritaire sans précédent. La présidente des députés LFI convoquée à la police pour apologie du terrorisme aux côtés de Rima Hassan. La croissance française fait de la résistance au premier trimestre quand l'INSEE tablait sur une stagnation. Pendant ce temps, la rémunération des patrons du CAC 40 fait encore mieux que résister selon Oxfam. Et puis cette scène cauchemardesque à Londres, un homme de 36 ans muni d'une épée tue un garçon de 13 ans et blesse 4 autres personnes. Il a été arrêté dans la foulée. Les vraies voix Sud Radio. Plusieurs centaines de manifestants devant la police judiciaire parisienne ce matin. Un comité d'accueil en soutien à Mathilde Panot et Rima Hassan convoqués sur place pour apologie du terrorisme. La présidente du groupe LFI invitée à s'expliquer sur le communiqué de son groupe le 7 octobre dernier après les attaques sur Israël. Et puis la candidate franco-palestinienne aux européennes pour une interview à un média en ligne. Rima Hassan semblait y juger légitime l'action du Hamas. Elle affirme depuis que sa réponse incriminée a été tronquée et qu'elle a pu fournir l'intégralité de l'entretien à la police. En tout cas, Mathilde Panot a vivement dénoncé cette convocation devant la foule de militants réunis pour les soutenir. Ce qui se produit en France est une fuite en avant autoritaire sans précédent. Dans quelle démocratie une présidente de groupe parlementaire d'opposition est-elle convoquée devant la police pour répondre de ses opinions politiques, pour un communiqué de presse du groupe, c'est-à-dire dans le cadre de ses activités parlementaires, pour une convocation aussi inouïe qu'apologie du terrorisme? Dans quelle démocratie une candidate à une élection européenne est-elle convoquée elle aussi pour le même motif en pleine campagne électorale? Mathilde Panot ce matin avant son audition à la police. On peut écouter ce qu'elle dit, Mathilde Panot. C'est des arguments. Je pense que en matière de démocratie, ce sont les juges qui sont les électeurs, ce sont les électeurs qui sont les juges. Mais le deuxième point, c'est que LFI récolte ce qu'ils sèment, c'est-à-dire en choisissant la stratégie de Gaza, la stratégie de la tension. Eh bien, on en arrive à ça. Toujours le même système: provocation, répression, victimisation. Ouais. Et c'est un enfer. Ça pourrit toute la campagne, je vous rappelle. Ça pourrit toute la campagne et ça rapporte rien à LFI en termes de sondage. Le parquet avait tout à fait le droit d'ordonner une enquête, y compris à l'égard d'une présidente d'un groupe parlementaire, mais je continue à penser que si j'avais été en charge des responsabilités judiciaires, je ne l'aurais pas fait. Non, allez, je veux juste rappeler qu'il y a un précédent qui n'est pas si ancien, c'était Marine Le Pen, qui avait été poursuivie avec Gilbert Collard d'ailleurs, pour apologie du terrorisme. Déjà cette incrimination-là, pour avoir
publié sur Twitter, avoir republié d'ailleurs des images considérées comme... Alors qu'elle, c'était pour le dénoncer, bien sûr qu'elle les avait publiées. Et donc il y a eu une longue procédure, parce qu'elle a refusé de se rendre à des convocations jusqu'à la levée de l'immunité parlementaire à l'Assemblée nationale. J'étais président de l'Assemblée, donc je m'en souviens très bien. Et in fine, il n'y a pas eu de condamnation, à ma connaissance, ça a fait pchit en quelque sorte. Et donc c'est vrai qu'on peut se poser la question surtout de la judiciarisation. Mais les députés, comme Mathilde Panot, sont parfois les premiers à vouloir créer des tas de lois pour encadrer l'opinion. Allez, donc j'ai envie de dire, c'est un peu l'arroseur arrosé. Allez les amis, on y va. Allez, on passe au rolling IFOP fiduciable des élections européennes pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. La liste Glucksmann qui redescend un petit peu. Et oui, la croisée des courbes avec Renaissance, ce sera finalement pas pour maintenant. Le PS redescend d'un demi-point à 14% désormais, 2 points derrière Valérie Hayet à 16%. En première position, évidemment, le RN de Jordan Bardella reste à 31,5%. Derrière eux, LR à 7,5% devant les écologistes et LFI qui font jeu égal à 7%. Reconquête en embuscade à 6,5%. Retrouvez tout le rolling sur sudradio.fr. Il est mis à jour quotidiennement à 17h. Deuxième mot, croissance. L'activité économique a déjoué les pronostics au premier trimestre. 0,2%, croissance modérée, mais finalement croissance tout de même. Quand l'INSEE avait revu ses prévisions à la baisse et tablait sur une stagnation de l'économie française, une croissance tirée par la consommation des ménages et justement, autre voyant légèrement au vert, l'inflation ralentit encore à 2,2% sur un an pour le mois d'avril. Et puis tiens, au passage, autre taux de croissance autrement plus important, celui dévoilé aujourd'hui par l'ONG Oxfam. La rémunération des dirigeants du CAC 40 a augmenté de 17% entre 2019 et 2022. Ces grands patrons gagnent en moyenne 130 fois le salaire moyen de leur entreprise, 130 fois plus quand on était à 40 fois plus que le salaire moyen à la fin des années 70 selon Oxfam. Et puis le troisième mot, épée, avec cette attaque meurtrière ce matin à l'est de Londres. Un garçon de 13 ans a succombé à ses blessures et 4 autres personnes ont été blessées dans cette attaque à l'épée. Le suspect âgé de 36 ans a pu être arrêté une vingtaine de minutes après les faits aux alentours de 7 heures. Selon des témoins, il aurait harangué les passants en leur demandant s'ils croyaient en Dieu. Je tiens à confirmer qu'il n'y a plus de menace pour le grand public et que nous ne recherchons pas d'autres personnes. L'incident ne semble pas lié à un acte de terrorisme, déclare le responsable de la police de la capitale britannique. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour. Éric Dupond-Moretti a annoncé dimanche de nouvelles mesures juridiques contre le crime organisé en évoquant la création d'un véritable statut de repenti, Philippe. Alors parlons vrai, le gouvernement peut-il faire face à la montée du crime organisé? Est-ce qu'on peut vraiment inciter, arriver à retourner les trafiquants? Est-ce que l'Italie, qui lutte par cette manière contre la mafia, doit servir de modèle? Et avec cette question, lutte contre le crime organisé, faut-il une loi pour protéger les repentis? Eh bien c'est surprenant, mais vous dites non à 58%. Yann Bastière est avec nous, délégué national à l'investigation pour le syndicat Police Unité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Petite question avant de partir en pub. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut protéger finalement de ces personnes avec les réseaux sociaux, même s'ils changent d'identité? Le zéro risque n'existe pas. Ouais. Donc c'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On en parle dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix. On sait pourquoi vous choisissez les vraies voix, à cause de Philippe Bilger, ou grâce à Philippe Bilger. Ça va être dur de tenir le cap jusqu'à 19h. Vous savez pourquoi je dis votre nom souvent? Parce que je l'ai déposé. Non, je l'ai déposé à l'INPI et à chaque fois, ça me rapporte de l'argent. Vous ne m'avez jamais appelé Bilger. Non, jamais. Ah non, jamais. Ah non, à partir de là, j'ai commencé à vous aimer. Oui, c'est vrai. Moi, je vous appelle Bilger. J'assiste même voit sur les connivences pour le futur jeu. Non, mais c'est incroyable. Pas du tout. On assiste vraiment, on dirait un procès qui se déroulerait à Palerme. Vous savez quoi? Nous n'avons pas besoin de victoire, puisque nous sommes nous-mêmes des victoires. Bien sûr. Voilà. Et nous, on est des soleils. C'est comme ça. Ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. D'accord. Un minibus, n'oubliez jamais. Allez. On ne vous a pas demandé des nouvelles de votre grand-mère. Non, d'accord, mais ma mère va très bien. De votre mère. Oui. Sur ces belles paroles intéressantes, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Moi, je suis allé voir ce qu'ont fait les Italiens. Ils ont mis en place ce statut du repenti. Ce qui nous manque, c'est des témoins. Ce qui est intéressant avec l'exemple italien, c'est que nous sommes sur un système juridique qui est assez proche du nôtre. On n'est pas sur un système anglo-saxon. Alors certains États, malheureusement, sont déjà dépassés parce qu'ils se sont réveillés un peu tard. Je vous l'ai dit, nous avons 20 procédures. En Italie, on a 1000 affaires qui ont été réglées grâce au repenti. Et les témoins, soit ils viennent pas vers la justice parce qu'ils sont complices d'une certaine façon, soit ils ont la trouille.
Et dans sa lutte contre la criminalité organisée, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a développé des premières mesures d'une réforme d'inspiration italienne qui permettra notamment aux trafiquants de drogue véritablement repentis d'obtenir une seconde chance grâce à un changement d'état civil totalement définitif, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que le gouvernement a les moyens de retourner des gens dans les filières de crime organisé? Est-ce qu'on peut vraiment les inciter à changer de camp, notamment quand on pense au risque et à l'argent brassé? Est-ce que l'Italie doit servir de modèle dans sa lutte contre la mafia? Et à cette question, le gouvernement peut-il lutter contre le crime organisé? Faut-il une loi pour protéger les repentis? Pardon, vous dites non à 59%. Que vous ayez voté oui ou non, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Aucune repentance ne vous sera demandée. Et on accueille Yann Bastière qui est avec nous, délégué national à l'investigation pour le syndicat Police Unité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. Philippe Bilger, alors c'est une loi qui existe déjà, mais visiblement qui a été, qui va être renforcée. C'est une bonne idée? Alors, premier point, je suis étonné à propos de ces nouvelles dispositions, comme de celles qui vont être proposées par cette lenteur. Je veux dire, si on est étonné de voir un pouvoir qui découvre sur le tard des évidences du réel qu'il aurait pu affronter plus tôt. Deuxième élément, qui serais-je en tant qu'ancien magistrat pour dire que je récuse quelque chose qui va, me semble-t-il, par rapport à l'exemple italien ou non, représenter un progrès. Ce serait absurde de le dénier. Troisième élément, le présent judiciaire français est tout à fait valable, mais je ne peux pas m'empêcher d'éprouver une nostalgie pour ces formidables magistrats italiens, et au fond, je me dis qu'il faudra aussi que nous ayons des magistrats de cette qualité pour que cette nouvelle loi donne des résultats efficaces. Françoise Degois. Oui, moi j'ai beaucoup travaillé évidemment sur toute cette question-là. Quand j'étais dans une autre radio, j'ai eu l'occasion évidemment de rencontrer la famille Falcone et de rencontrer les magistrats de Palerme qui continuent d'ailleurs de travailler dans les mêmes conditions. C'est formidable d'arriver à ce statut-là. Souvenez-vous, je rigolais tout à l'heure, mais Thomas Bouchetta, c'est lui. C'est parce qu'il a un statut de repenti, c'est parce que Falcone l'amène sur l'île d'Assinara, qui est un ancien pénitencier, où il l'interroge pendant des jours, et Bouchetta fait tomber toute la mafia, tout Cosa Nostra, il fait tomber Totorine, et parce qu'il a un statut, il part aux États-Unis, voilà. Donc moi je trouve qu'il faut regarder l'exemple italien. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent pas bien en Italie, mais ça les Italiens savent faire. Ils ont combattu, il n'y a pas que Bouchetta, parce que c'est lui évidemment la figure centrale, et Marco Bellocchio en a d'ailleurs fait un film exceptionnel qui s'appelle Le Traître, mais il faut bien regarder à quel point ce statut-là a permis au moins, en gros, à l'Italie de commencer à se débarrasser de la pieuvre. François de Rugy. Commencer simplement. J'avais envie de poser une question à Philippe Bilger, parce que j'ai l'impression que si on ne l'a pas fait en France, justement, avant, ou en tout cas il y avait un statut qui allait dans ce sens-là, mais qui a été très peu utilisé, est-ce que c'est pas parce que finalement la culture judiciaire française est de dire que quelqu'un qui a commis une infraction, même s'il collabore, doit être condamné, et que donc on ne peut pas rentrer dans cette logique de dire quelqu'un qui a été à un moment donné dans une organisation criminelle va pouvoir s'exonérer de tout ou partie de sa peine parce qu'il va collaborer, alors que l'approche pragmatique et efficace que moi je soutiens, c'est en effet de dire si des personnes collaborent, si des personnes donnent vraiment énormément d'informations qui permettent de faire tomber des organisations criminelles, elles doivent en contrepartie y trouver un bénéfice, et en termes de réduction de peine, et bien sûr en termes de protection personnelle, puisque sinon elles risquent évidemment leur vie. Je répondrai tout à l'heure. Nos auditeurs disent non, 59%. Mais pourquoi? C'est très surprenant. J'ai une idée. Pourquoi non? On va poser la question à Yann Bastière. Il y avait une loi qui a 20 ans, qui n'a pas été beaucoup utilisée. Est-ce que cette nouvelle loi pourrait donner plus de moyens pour, on va dire, notamment les cartels de la drogue, on en parle souvent à Marseille, pour les faire tomber plus facilement? Notamment, le recueil de la preuve aujourd'hui est de plus en plus compliqué. Je vais vous parler juste de quelque chose de simple, c'était les écoutes. Aujourd'hui, des écoutes pour les enquêteurs, c'est une plaie. Toutes les messageries cryptées, Telegram, WhatsApp, pour avoir des renseignements, rien que par des écoutes téléphoniques, j'en ai fait beaucoup dans ma carrière sur les trafics de stupes, c'était une mine d'or. Maintenant, par ces messageries de voix IP, on retient rien. Donc si maintenant, l'obtention de la preuve, on peut l'avoir par la dénonciation, par ce système dit de repenti, de collaborateurs de justice, c'est tout bénéfice pour les enquêteurs et pour avancer
très positivement dans les enquêtes et notamment sur le crime organisé. J'ai l'impression, et là je réponds aussi à François, que il est bien d'installer ces dispositions, vous venez de le confirmer. Je ne pense pas qu'elles ont un grand succès en France, à tort ou à raison, mais pour répondre François, je crois qu'en réalité, la cause est moins celle que vous dites que l'espèce de souvenir de dénonciation, je dirais, dans les temps troublés. Je me demande si les Français n'ont pas une sainte horreur, à tort de mon point de vue, pour les dénonciations même les plus légitimes, parce que ça leur rappelle des temps où la dénonciation envoyait à la mort. Je ne veux pas cette analyse, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui mélangent justice et vengeance. Et je suis tout à fait sur... Il pose une question, mais en ayant presque une affirmation, François de Rugy, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui considèrent, c'est exactement comme l'excuse de minorité, ce mot excuse, qui donne le sentiment qu'on excuse les choses. Je pense que les Français, il y a beaucoup de Français qui considèrent que la justice c'est la vengeance et que ce que dit François, c'est pour ça que nos auditeurs réagissent comme ça. Ils se disent on veut pas être trop cool avec des gens, alors que de mon point de vue, je sais pas ce qu'en pense Yann, mais c'est la meilleure méthode possible, c'est d'amener à la dénonciation. Il faut très rapidement changer faut très rapidement changer de logiciel. Effectivement, ces vieux concepts qu'on a je rejoins François de Rugy là-dessus. Oui, remise de peine, mais tant mieux. Oui, vous collaborez à la justice. Philippe Bilger pourra en attester. On collabore avec la justice, eh bien, donnant. C'est du win-win. Les enquêtes vont avancer et la justice pourra se prononcer plus vite et mieux. Comment vous protégez les indiques déjà? C'est ça. Là, vous parlez du programme de protection. Alors, on voit en Italie, on voit les US Marshals. Les indiques sont parfois un peu des repentis. Je rajoute une louche à la question de Cécile. C'est plus compliqué. Pour avoir géré quelques sources, ce qu'on appelle chez nous, des indiques, non. L'indique, il va balancer son concurrent, il va balancer celui qui a donné de la mauvaise cam, non, c'est pas toujours un repenti. Alors, un repenti, c'est quoi? Alors, si on pouvait définir pour vous un repenti, c'est un patron comme Bouchetta qui dit je balance tout? Déjà, rien que le terme. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous parle de collaborateur de justice. Je crois que c'est le terme exact que prend la loi actuelle. Repenti, on y met une part de morale. Sortons la morale de tous ces concepts-là. Vous voyez, je viens de vous dire, le gars qui venait me balancer son concurrent en matière de stup, la morale était là. Le repenti, ou le collaborateur de justice, c'est celui qui va venir ou contraint, parce qu'il est peut-être déjà incarcéré, qu'il veut faire avancer des enquêtes, parce que, pour X raisons, Bouchetta, c'est parce que sa famille, toute sa famille. Sa famille avait totalement assassiné. Là, si on trouve, pour X raisons, faut peut-être le cadrer par la loi aussi, pour quelques raisons, s'il veut balancer des structures complètes, notamment sur du trafic de stupes. On parlait des narcotrafics, et je pense notamment à une ville au bord de la Méditerranée qui défraie la chronique depuis de trop nombreuses années, mais qui balance. Avec un cadre, mais là pour l'instant, ce cadre, on a juste eu les annonces politiques Vous ne croyez pas que chez tout collaborateur de justice, il y a même sur le plus affamé de lucre, il y a un petit zeste de moralité qui apparaît? Là, vous me posez une question. Philippe Bilger qui parle de moralité, c'est surprenant. Franchement, pour un niveau bien en dessous du débat qui nous anime là, non. Non, mais moi, elle est vachement intéressante la question de Philippe Bilger, parce que ce soit pour Bouchetta qui est le plus célèbre, mais pour d'autres, on voit quand même la capacité de Falcone à créer un véritable lien humain, réel, parce que lui-même sort des bas quartiers de Palerme. Ça, vous l'avez déjà vécu, et comment vous il y a une forme d'amitié et presque de morale et de moralité qui se crée. Pas d'amitié, mais en tout cas quelque chose. Mais en tout cas quelque chose de fort. Fort, oui, parce que c'est de la gestion humaine, c'est de la gestion de sources on peut parler du renseignement aussi, sur du terrorisme, sur tout un tas de choses, mais la gestion là sur du criminel, parce que c'est ça aussi qui, je pense, qui nous freine aussi en France, puisque en l'état actuel de la loi, on ne peut pas avoir ce système de repenti dès lors qu'il y a un crime de sang, dès qu'il y a du sang sur les mains de la personne qui veut dénoncer les faits, ce qui est le cas en Italie. Très très longtemps. Je crois que le texte, le diable se cache dans les détails, et je crois que le texte va le prévoir, c'est moins ce qu'a annoncé Éric Dupond-Moretti. Donc,
Parce que vous pouvez offrir quoi aujourd'hui à un repenti? Vous pouvez, si quelqu'un vient vous voir, genre je suis la reine de la drogue à Marseille, j'en ai marre pour mille raisons. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, est-ce que je viens te voir, je dis voilà, moi je te balance tout, mais donne-moi une nouvelle vie. Est-ce que vous pouvez le faire déjà aujourd'hui? Alors la première chose, je vais me tourner vers mon voisin de droite. J'en informe immédiatement l'autorité judiciaire. Non mais d'accord. Parce que ça, c'est là que ça va se passer. Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Là aujourd'hui, on n'a pas de changement d'état civil. C'est pas ce que prévoit la loi. La prochaine loi le prévoit. On est passé avec les US Marshall ou en Italie. On a plus de il n'y a pas ce programme de protection complète. Aujourd'hui, il n'est pas là, et c'est peut-être l'avancée qui était nécessaire. Voilà. Moi, j'y crois pas. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux. Le zéro risque, je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est compliqué. 0826 300 300. Et notre auditeur du jour, Christophe de Paris. Alors Christophe, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je suis pas un spécialiste de crime organisé. Je suis pas un spécialiste non plus de l'absolution. J'aurais eu tendance à dire, comme la majorité des auditeurs, 59% si je ne me trompe, c'est ça, que non, c'était pas une bonne solution. Mais à vous écouter tous, et à commencer par Philippe Bégier qui a très très bien développé, Françoise également, même si je suis pas toujours d'accord avec elle. Honnêtement, il faut étudier la situation. Voilà. Il faut pas rester sur nos vieux acquis, nos vieilles histoires, etc. Par contre, il y a un mot que j'ai beaucoup aimé. Je pense que le crime de sang, il faut quand même faire attention. Quand il y a un crime de sang, là, une atténuation de la peine, pourquoi pas, mais la peine, elle doit quand même exister à un moment ou à un autre. Voilà. Je suis très partagé. J'aurais eu tendance à dire oui, il faut faire sa peine, etc., etc. Mais voilà, les crimes de drogue sont légion. Il va bien falloir trouver une solution à un moment ou à un autre. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres avant. Christophe, il a raison, parce qu'un terroriste qui balance un autre terroriste, ça reste un terroriste. Enfin, c'est autre chose. Non, mais on parle pas de là, on n'est pas sûr. Non, mais ça peut aller plus loin, Françoise. Ah oui, non, mais vous avez 100% raison, parce que ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on peut mais ça arrive aux États-Unis, peut-être sujet moral, mais vous avez bien sûr des gens de réseaux terroristes qui balancent et qui changent de vie, qui sont absolument. Moi, je suis pour l'absolution, y compris pour les crimes de sang, parce que mon sentiment, c'est que c'est ça qui ramène, comment dirais-je, et qui libère la parole. Mettez-vous à la place d'un bandit que nous ne sommes pas autour de cette table. Tout me pèse parce que la vie, tout tourne mal. J'ai envie de balancer. J'ai quand même fait buter moi-même ou pas directement des gens. Ce qui m'arrête, c'est que je vais pas changer de vie. Donc non, moi je crois que il faut aller jusqu'au bout, comme en Italie et comme aux États-Unis, et sortir même les crimes de sang. C'est pas un problème. Est-ce que, pardon, je voulais poser une question. Est-ce que pour protéger certains, il y a des gens qui sont, on le voit dans le crime organisé, des gens leur fait faire des choses. On a des vidéos sur eux, du coup ils vendent de la drogue, on les oblige un petit peu. Est-ce que c'est aussi un moyen de les sortir de ce milieu et de les sauver? Parce que certains, et on voit avec des gamins, des chouves qui deviennent au fur et à mesure des grands bandits. Est-ce que c'est une façon aussi de pouvoir les sortir de ce... je pense que cette loi s'annonce essentiellement sur le haut du spectre de la délinquance. C'est-à-dire les chefs de réseau. Les chefs de réseau, ou juste un petit peu en dessous. Pour partir vers le bas, il va falloir partir sur d'autres choses, sur de l'éducatif. On parle des mineurs, on parle de d'autres choses. Mais non, la loi va s'appliquer vraiment sur... Vous êtes d'accord sur les crimes de sang, qu'on englobe et qu'on fasse aucune exclusive, comme en Italie? C'est peut-être pour ça qu'on a été frileux, Philippe Bégier le disait, on a été frileux pour des raisons de morale depuis très très longtemps. On est en retard sur l'Espagne, qui a connu le terrorisme basque, on est en retard sur l'Italie. Les années de plomb. Les années de plomb, exactement, avec la mafia. Mais là, on commence un petit peu à avoir un petit peu peur peut-être avec ce qui est en train de se passer, les narco-États qui se développent aux Pays-Bas ou en Belgique. Et Yann Bastière, le garde des Sceaux prend pour modèle l'Italie, mais est-ce qu'on peut comparer les cartels de la drogue en France, notamment à Marseille, on en parlait, et les clans mafieux, que ce soit la 'Ndrangheta, Cosa Nostra, etc. en Italie, qui est une criminalité qui existe depuis des décennies et des décennies, alors que les gros trafics de drogue à Marseille, ça fait 20-30 ans que ça existe. Non, ça fait plus longtemps que ça. Il va pas faire French Connection, mais on tirait pas la Kalachnikov dans les rues de Marseille tout le monde se butait. Il y a même un juge qui a été buté à cause de ça. Un juge, mais il n'y avait pas 50 morts par an. Non, parce qu'à cette époque-là, il savait viser. D'accord. Non, je rigole. Là, oui, mais c'est à peu près ça. Oui, je crois qu'il faut vraiment y aller et pas attendre des décennies.
Faut pas attendre qu'on en soit où en était l'Italie. Non, il faut se réveiller très très vite. Moi, je vous dis que Marseille, pour échanger souvent avec des enquêteurs, notamment avec la brigade criminelle à Marseille, il faut se réveiller très 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 vite. Ils sont demandeurs, vos enquêteurs de terrain, parce qu'on est tous passionnés avec cette histoire. Ils sont demandeurs, vos enquêteurs de terrain, de cette loi dont on virerait aussi, il n'y aurait pas les crimes. Ils sont demandeurs d'une loi aussi large. C'est assez nouveau, donc là pour l'instant c'est une surprise, mais pas loin. Mais trouver des solutions pour enrayer cette guerre de gangs, parce qu'on est sur des gangs là, avec la DZ Mafia. On est sur des gangs. Est-ce qu'on va sur une américanisation ça flingue des gamins en pleine rue. Est-ce que vous avez échangé avec vos collègues américains, italiens, par exemple? Parce que il y a beaucoup. Non, mais est-ce qu'il y a ces échanges-là qui se font? Chacun va voir comment l'autre bosse ou pas? Bien là, on va peut-être y être contraint. Plutôt voir avec nos collègues italiens, voir parce qu'on a un modèle judiciaire assez proche avec les Américains, absolument pas. Et je crois que sur le modèle américain, il y a des failles beaucoup plus importantes parce que c'est sur une affaire. Le repenti pour les Américains, si je me suis un peu documenté, c'est sur une affaire. Je balance que sur une affaire. Je peux recommencer à traiter avec les gens d'à côté. Inspirons-nous plutôt de nos collègues italiens. Le mot de la fin avec Philippe Bilger. Quel pourrait être, à votre avis, le gain des plus gros trafiquants en acceptant ce statut? Qu'est-ce qu'ils pourraient espérer, principalement? C'est très compliqué parce que à ce qu'on en dit, et puis de toute façon c'est très documenté, c'est que les enjeux financiers aujourd'hui sur le territoire national sur les trafics de stupes sont énormes. On commence à parler de corruption ou de basse intensité même pour des policiers, on parle pour des magistrats, on l'évoque le pouvoir politique, totalement, la pénitentiaire également pour laisser rentrer ou des stupes ou des téléphones, on sait qu'on est là. Donc les enjeux financiers sont tellement importants, je ne sais pas ce qui pourrait motiver un trafiquant de haut vol de balancer. Il faut peut-être... Faudrait des sucettes phénoménales. Ou traiter le stup en matière criminelle, ce qui se fait encore un peu trop peu en France. Allez, Yann Bastière, vous allez rester avec nous. On va vous garder 5 minutes pour le qui c'est qui l'a dit. Yann Bastière, délégué national à l'investigation pour le syndicat Police Unité. Bah oui, non seulement vous jouez, mais vous gagnez, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Mais je crois que c'était Philippe Bilger qui devait gagner. Vous allez même pouvoir le coffrer. Normalement, c'est Christophe, notre auditeur. On en parle dans un instant. À tout de suite. Très fort. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous pourrez certainement être repenti de ce que vous allez faire dans ce jeu, mais ne comptez aucune remise de peine, que ce soit Françoise de Gois, ou que ce soit François de Rugy, ou que ce soit Yann, bien sûr, ou Philippe qui est à côté de moi. Il y aura quand même un juge. Ce sera moi, secondé admirablement par Philippe David. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu, avec notre ami Christophe. Ça va, Christophe ? Oui, ça va toujours. Je demande la clémence du juge à l'avance. Oui, c'est bien, la clémence. Je le note, on sait jamais, on vous le redonnera peut-être. Alors, Christophe, c'est vous qui répondez en premier. Si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est les autres qui s'y collent. Allez, tout de suite, une question. Qui c'est qui l'a dit? Ça vaut 3 points. Vos amis à vous, ce sont les mollahs. Monsieur Bompard, vous devriez avoir honte. Christophe. Ça s'est passé tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Ah ben, c'est... Attendez. Tout. Marine Le Pen. Non. Gabriel Attal. Non. Éric Dupond-Moretti. Bonne réponse il est fort. de Yann Bastière, Éric Dupond-Moretti. 3 points. Je l'ai pas vu, mais... Qui c'est qui l'a dit? Encore à 3 points. Sur les convocations de Mathilde Panot et Rima Hassan. Le fait que les tribunaux remplacent les électeurs me gêne. À la fin, c'est l'électeur qui doit juger dans les urnes. Christophe. Cri-cri. Je passe. Non. Raphaël Glucksmann. Non, pas le même bord. Ah, c'est pas Léon. Marine Le Pen. Ciotti. Ah non, même parti de C'est un Marine Le Pen. vice-président. Bonne réponse de Françoise de Gois, Sébastien Chenu. Christophe, vous l'aviez pas, on est d'accord. Hein. Non, il a dit je passe. Il est correct, Christophe, contrairement à Beau joueur. Qui c'est qui l'a dit? C'est 2 points, 2 points. Sur les convocations de Mathilde Panot et Rima Hassan, on a été stupéfait par le fait que Gabriel Attal ne semble pas prendre la mesure des dérives graves dans lesquelles son gouvernement emmène le pays et de la dérive autoritaire dont il est responsable. Oh, c'est facile, ça. Christophe.
Vous devriez mettre Mélenchon des phrases plus longues. Non. Non, Louis Boyard. Non. Pas mal, pas mal. Emmanuel Bompard. Bonne réponse de Françoise de J'avais Gaulle. pas entendu le début. Ouais, c'est ça, c'est ça. Malheureusement. Ouais, tu peux pas tricher, il y a un flic là à côté de toi. c'est pas de ma faute. Ce qui veut dire d'ailleurs que Manuel Bompard Il y a demande 2 flics même. que le Premier ministre donne des instructions Alors, à la police et à la justice. Qui c'est qui l'a dit? Tiens, j'en fais un à 3 points. Christophe, Emmanuel Macron a une politique de gauche. Il est littéralement drogué à la dépense publique. Oh. Christophe. Bardella. Non. Marlex. Non. Ah bah surtout François-Xavier Retailleau. Bellamy. Non. Bellamy. Bonne réponse. François-Xavier Bellamy. Je te l'air, tu me le donnes. Allez, 3 points. Et bravo, Dino. Qui c'est qui l'a dit, mon cher Christophe? 3 points. Rima Hassan ne critique jamais Bachar al-Assad. Ça me trouble. Elle parle de soulèvement, c'est très grave. Christophe. Alors là, je sèche honnêtement. Bonne réponse, Nathalie Loiseau. Non, j'ai dit Loiseau. Non, arrête. Non, franchement, Il fallait donner le prénom. Je ne peux pas me permettre d'être élégant. On a un officier de police judiciaire avec nous. Ah non, je prends juste la régie. La régie doit pouvoir déterminer. Alors là. C'est clair. Attention. Ah ouais, non, mais là, si la régie est partiale. S'il vous plaît, Christophe, vous avez entendu qui? Philippe Bilger ou Françoise de Gaulle? Arrête, Christophe, c'est moi en premier, bien Je sûr. vais être honnête, j'ai entendu Françoise. Et Voilà. pourtant, je suis rarement d'accord avec elle. Voilà, merci Vous êtes d'une Christophe. honnêteté, Christophe. Donc, 3 points pour Françoise de Gaulle. Merci Christophe, merci Ne de parlez- votre honnêteté, je vous la rendrai un jour. Ne parlez pas tous en même temps. s'il vous plaît. Qui c'est qui l'a dit qu'il y a 3 points sur la GPA? La marchandisation du corps des femmes n'est pas quelque chose qui me paraît acceptable. Je sais. Christophe. Christophe. Maréchal. Non. Louis Boyard. Bonne réponse de Françoise de Gaulle, Louis Boyard. Allez, une question à 1 point sur Sciences Po. À court terme, l'État ne coupera pas ses subventions à l'établissement. Pour le million de Valérie Pécresse, je lui laisse sa responsabilité. Retailleau. Non. Non. Oui, bonne réponse. Sylvie Retailleau. On n'a pas laissé Ah, j'ai pas l'auditeur. dit le prénom par contre. Ah oui. Bah oui, parce que c'est Ah, Sylvie. non, mais c'était Christophe Haricourt. Désolé, Non, Christophe. mais on vous compte. Il avait- Christophe est Qu'est-ce qu'il d'une est, honnêteté. qu'est-ce qu'il est, il est gentillesse. réglo pour un type de droite, qu'est-ce qu'il est réglo La ministre. Sylvie Retailleau. Oui, alors oui, je Attention. laisse le point à Christophe alors. On vous entend pas, les amis. Qui c'est qui l'a dit? Tiens, allez, à 3 points. On doit voter à ce scrutin européen comme un enjeu fondamental pour l'Europe, pas comme une élection de protestation. Christophe, c'est un ancien ministre. Ouais. Ah oui, je sais, je l'ai vu passer ça. Il porte un nom de Un ancien ville. ministre. Oui. Oh mon Dieu. Un nom de Non, ville. je l'ai pas. Un ancien de Normandie mais Non, il c'est n'est pas pas une à ville. l'hospice. De la Clément Beaune. Bonne réponse. Elle a été plus rapide. Elle est vive. Françoise. Bravo. Oui. Françoise, je Allez. l'ai dit 1/10 de seconde derrière vous, mais c'est vous qui l'avez. Ah, donnez-lui, allez, ça va. Vous avez gagné. Allez, on y en est où? Donnez-lui. Il est honnête, donnez-lui. Christophe. Eh bien, Allez, écoutez, ben, Françoise de Gaulle, 12 points. Christophe, 7 points. François de Rugy, 3 points. Oui. 1 point. On va compter Sylvie Retailleau-Yann et Philippe Bilger. Là, la coalition mafieuse n'a pas marché. Hein. Mais il avait 3 points, lui, au début. Non, 1 point, Retailleau. Non, mais Regarde, au vous début, êtes ils en ont train de une bonne m'escroquer réponse sur au début. Éric Dupond-Moretti. Non, je vois. 4 points. Non, vous en avez 7. 7, pardon. Oh là là. Voilà, bravo. Ça va. Je me suis défendu, je me suis défendu. Et est-ce que vous pouvez m'applaudir moi? Merci, peuple Oui, c'est de vrai. France. Merci. Il faut saluer le fait qu'on a un Christophe d'une intégrité absolue. Ah oui, oui, Il oui, est totalement. absent de- C'est Et ça on que a un pardon. policier. On a un policier sur le Mais plateau. c'est pareil, même moi je suis officier de police judiciaire, j'ai pas pu faire Les autrement, amis, donc, je vais être obligée de couper les micros. Merci beaucoup, Christophe. On vous fait des Censure. gros bisous. Bah oui, on Merci, n'entend pas Christophe. Merci, Christophe. Je vous embrasse. Dans Je 10 vous minutes. embrasse tous. Bonne Et soirée. Juste une petite question. Est-ce que le quart de finale est sorti de la gorge de notre ami Philippe? Non, France-Afrique quart du de Sud ne finale. sortira jamais. Bisous, mon Christophe. Faites attention. Bisous. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des Vrais-Bois. On en parle dans un instant. On remercie juste Yann Bastier d'avoir été avec nous. C'est moi. Et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Vous avez demandé la police, ne quittez pas. On vous la passe tout de suite. Voilà, avec Philippe Bilger dans le rôle de la justice. Si la justice c'est Philippe Bilger, on est mal barré. Dans le rôle du prévenu numéro 1, Philippe David. Prévenu numéro 2, Françoise Degoire. Bien sûr, et l'avocat de Rugy, j'espère. Absolument, avocat général. Moi, j'aurais bien aimé. Non, avocat général, c'est procureur. Avocat de la défense, pardon. Oui. Général. Moi, j'aurais bien aimé être avocat de la défense. Pourquoi je suis prévenu avec... On a fait quoi, Philippe David et moi? C'est qu'on a été honnête dans le jeu. Et ça, il y en a si vous ne le savez pas, cherchez bien. Et notre témoin, dans un instant, Félix Mathieu. Félix Mathieu, de quoi parle-t-on? De la pluie. On va reparler de la pluie après Rémi André. Elle est enfin tombée sur les Pyrénées-Orientales. Après 2 ans de sécheresse, on va faire le bilan de ces précipitations avec celui qui s'occupe du dossier eau pour la FDSEA, le syndicat agricole dans le département. Vous avez bu ou quoi, non? Oui, la liaison dangereuse, vous l'avez entendu. Allez, alors, c'est à vous dans un instant. J'en ai marre de l'infantilisation des Français et de l'État nounou. Le dernier délire en date, le rapport sur les écrans qui nous explique comment laisser nos enfants face aux écrans selon leur âge. Alors c'est toujours intéressant de savoir quoi faire pour l'éducation de nos enfants, mais est-ce aux experts de nous expliquer comment les gérer? Ne devrait-on pas mettre simplement du bon sens dans l'éducation et que les écrans, c'est comme la nourriture, fût-elle très bonne, il ne faut pas en abuser. Même chose sur l'excuse permanente aux parents qui perdent pied et n'arrivent pas à gérer leurs adolescents. Il y a une chose qui s'appelle l'autorité. Et ça ne commence pas à l'adolescence. À ce moment-là, c'est déjà trop tard, mais dès le plus jeune âge. Même chose encore pour ceux qui veulent faire des écoles des parents. Va-t-elle être obligatoire dès lors qu'un couple décide d'avoir un enfant? Ou est-ce un nouveau gadget pour faire croire que sans aide, on ne peut pas être parent? Rappelons que nos parents et grands-parents, qui du fait de l'absence de contraception avaient plus d'enfants et souvent non désirés que les couples d'aujourd'hui, éduquaient leurs enfants, travaillaient dur et n'auraient jamais eu l'idée de demander une aide aussi saugrenue que l'école des parents. Alors merci à l'État nounou de ne pas infantiliser les Français qui ont bien plus besoin d'être responsabilisés que d'être pris pour des enfants. Philippe Bilger. Je trouve que votre point de vue est très pertinent, Philippe, mais je l'aurais élargi. Moi, je veux dire, les exemples que vous prenez ne me paraissent pas les plus signifiants dans la volonté de l'État de se substituer à notre propre vie. Je le verrais plus dans comment aimer, comment mourir, comment... Non, mais des choses qui nous relèvent de notre identité intime en permanence, comment, vous l'avez dit, comment manger. Il y a une multitude d'actes qui appartiennent à l'honneur de l'humain, même s'ils sont parfaitement vulgaires, qu'on veut nous enseigner. Là, je déteste cet état-là. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense qu'on peut retourner à l'école en sabot aussi, si vous voulez. Puis, j'aimerais bien, on est des boomers, nous. Ça serait bien que on devienne pas... on a été bercés par... chaque génération explique à l'autre que c'était mieux avant. Moi, je trouve ça très bien qu'il puisse y avoir des écoles de parents pour apprendre à devenir parents. Vous pensez que la vérité révélée, l'autorité révélée, ça arrive comme ça, tant mieux pour vous si vous avez été un excellent père, mais tout le monde n'est pas comme ça. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez été un excellent père, je n'en sais rien. Mais voilà, donc, écoutez, moi, cette idée que nos parents avaient moins d'enfants, etc., nous expliquer, il y avait plus d'enfants, nous expliquer que tout est apocalyptique. Moi, j'ai pas le sentiment que c'était moi. Mais non, mais que... J'ai dit que c'est de l'irresponsabilisation. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Le rapport, moi je l'ai parcouru, il est vachement intéressant. Il apprend des trucs très très bien, très intéressants. Et pourquoi pas l'école des parents, si ça peut améliorer la vie des gens. Je ne comprends pas. François de Rugy. L'idée qu'il y aurait une forme d'État un peu infantilisateur, moi je la partage bien volontiers. En revanche, je crois que l'exemple est mal choisi parce que j'ai cru à un moment donné que Philippe David allait nous expliquer que nos arrière-grands-parents ne se posaient pas la question des écrans. Et pour cause, il n'y en avait pas. Donc, non mais voilà, on se pose aussi aujourd'hui des questions qui sont liées aux évolutions de la société. C'est comme l'histoire de la fin de vie. Oui, on s'en posait pas de questions peut-être il y a 100 ans là-dessus parce qu'on s'en remettait à Dieu, par exemple, d'une manière beaucoup plus forte qu'aujourd'hui.
Donc la société, elle évolue. Et en effet, moi je crois que j'avais défendu cette idée à une époque, non pas de l'école des parents, mais de permettre à des futurs jeunes parents d'avoir quelques clés, de leur donner, on va pas leur dire comment éduquer leurs enfants de A à Z, mais qu'on leur donne quelques clés. Autrefois, ça se transmettait de génération en génération. Pour dire à des parents de pas mettre leurs enfants devant leur écran. Mais on se souvient de la personne qui a fait un procès à un producteur de four à micro-ondes parce qu'on lui avait pas dit qu'il fallait pas y faire sécher son chat. Bon voilà. Donc moi ça me paraît absurde ça. Ou quand je vois des campagnes de communication où on dit aux gens qu'il faut se laver les mains, je me dis c'est un peu quand même dingue qu'on soit obligé de rappeler. Mais malheureusement, la question de l'hygiène, eh bien si on la rappelle pas, elle ne vient pas spontanément pour tout le monde. Il y a tout de même une propension de l'État à s'occuper avec une prétendue bonne conscience de nos problèmes. Il y a quelqu'un qui voudrait travailler, ça fait Félix Mathieu. Oui, pardon. Et Félix Mathieu, plif, plouf, plaf. Voilà. On va dans les Pyrénées-Orientales, où la pluie est enfin tombée après 2 ans marqués par la sécheresse et forcément les agriculteurs en première ligne. On a même vu à Perpignan le retour des processions pour Saint-Gaudéric pour faire tomber la pluie. Alors ça c'est le folklore, mais plus sérieusement, quel bilan de ces journées de précipitation? Nous sommes en ligne avec celui qui s'occupe du dossier pour la FDSEA 66, le syndicat agricole. Bonsoir David Massotte. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce que c'est un vrai répit pour les agriculteurs, cette pluie qui est tombée sur le département? Oui, complètement. C'est un bol d'air. Elle est venue à un moment important. C'est la période où les cultures ont besoin d'eau. Que ce soit la viticulture, l'arboriculture, elle est vraiment bienvenue, mais on reste quand même vigilant pour le département. J'ai une question à vous poser parce que j'ai vu un reportage assez délirant où on indique par exemple que des vignes sont en train de disparaître dans le sud de la France, notamment dans votre département, Pyrénées-Orientales, et que d'autres vignes sont en train d'apparaître en Suède. Est-ce que ça, vous le constatez et est-ce que vous y voyez le changement climatique de façon très concrète ? Oui, bien sûr. Après, ce qui se passe quand même dans notre département, c'est un peu spécial parce que à 100 km chez nous, il pleut beaucoup, même trop. C'est vrai qu'on est passé à côté depuis 2 ans. On passe à côté de toutes les pluies et qu'il y a un secteur, notamment la vallée de la Glie, où il s'arrache des vignes. C'est ça. Je pensais à cela. Je trouvais François, allez-y, Philippe Bilger. Quand il ne pleut pas, quels sont les moyens dont on dispose? Il n'y a rien. Ben Après, on a la chance d'avoir un département quand même riche pour la ressource. Il y a des nappes profondes, il y a plusieurs nappes, il y a le quaternaire. On a du stockage sur certaines vallées. Ce qui est dommage, c'est que par exemple, vous avez le cas du Tech, l'autre vallée, qui n'a pas de retenue, pas de stockage. Et par exemple, aujourd'hui, il coule entre 15 et 20 mètres cubes seconde et on n'est pas capable de retenir. Oui, c'est un problème ça, François Drugy. Oui, moi je l'ai souvent dit, y compris ici dans l'émission, la question de l'eau, c'est un des enjeux majeurs d'adaptation au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il est là. Personne ne peut le contester, les agriculteurs en sont les premiers témoins déjà depuis longtemps. Et pour y faire face, il faut s'adapter. Et pour s'adapter sur l'eau, il n'y a pas 36 solutions. C'est le stockage. Alors c'est devenu quasiment un tabou pour un certain nombre d'organisations environnementalistes qui le refusent par principe, ce qui est complètement absurde. Dans le bassin méditerranéen, on le fait depuis l'époque romaine. Donc il faut absolument prévoir cela dès maintenant, du transport parfois sur une certaine distance, la solidarité entre les territoires, parce que ce que vient de dire le responsable de la FDSEA des Pyrénées-Orientales est très concret, d'une vallée à une autre, d'un département à l'autre. Il y a parfois de la ressource à un endroit et il y en a moins à un autre, et il faut absolument avoir cette logique avec, encore une fois, une forme de programmation, d'investissement, parce que ce sont des investissements d'aménagement pour avoir de l'eau toute l'année, même quand il y a des périodes de sécheresse prolongées. Le mot de la fin, David Massotte. C'est notre logique, c'est ce qu'on veut. On veut un maillage du département, c'est-à-dire que aujourd'hui les pluies elles sont localisées. Il peut tomber 50 mm par exemple sur la Glie, il est tombé entre 35 et 50 et l'autre vallée, le Tech a eu jusqu'à 100 mm. Et il faut être capable de profiter de ces coups d'eau et de les stocker surtout. Merci beaucoup David Massotte d'avoir été avec nous, responsable du dossier eau donc à la FDSEA 66. Merci Félix Mathieu. Merci à vous. Dans quelques instants, le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Philippe Bilger par exemple. Une hausse considérable des incivilités, des agressions à France Travail avec en 2023. Françoise Legois. L'instrumentalisation, la récupération du drame de Matisse par Jordan Bardella et Marion Maréchal, ça m'écoeure.
La pollution au plastique, qui est responsable? Ah, bah on a des noms peut-être. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Pour s'occuper de leurs enfants. Écoutez, chers amis, c'est pour vous dire que, voilà, dans les vraies voix, même hors antenne, ça tchatche. C'est un véritable soulèvement. Sur le coup de gueule contre Philippe David. Le coup de gueule de Philippe David. Mais j'ai des soutiens de vieilles famille Nicolas Sancet. Je t'embrasse, Nicolas. Merci de m'avoir soutenu. Et Cécile m'a même soutenu. Il envoie des messages personnels à l'antenne. Non, ce serait très intéressant de savoir si vous, parents, est-ce que vous jouez avec vos enfants? Est-ce que vous les mettez devant les dessins animés dès 6h du matin? Est-ce que vous faites ça? Voilà, c'est une vraie question. Bah ouais, c'est une vraie question. Ce qui me fait plaisir, c'est que désormais, dans cette émission, j'incarne l'autorité. Oui, enfin, l'autorité. Tu incarnes le septémio-aventisme de plus en plus aigu. En fait, tu es en train de devenir un vieux con. Je te le dis tout de suite, un boomer. Tu es en train de reproduire tout ce qu'on a fait sur nous. Moi, je te le dis. Pardon, je vous le dis. Je ne vous permets pas de me tutoyer. Non. Non, bah on regarde juste ce qu'ont fait nos parents et voilà. moi, foyer monoparental. Vous êtes ravis du résultat? Maman, 4 enfants, voilà. On n'était pas devant la télé. Voilà. D'accord. Oui, mais la démonstration par l'exemple, Cécile, vous savez très bien, vous êtes trop intelligente pour pas savoir que ça ne marche pas. Trop intelligente. Trop intelligente. Beaucoup trop intelligente. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Non, c'est vrai. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Tu m'étonnes que ça sent l'artiste. Philippe Bilger. Vous voulez parler, Philippe Bilger, des hausses des... Oui, Philippe Bilger, c'est vous, dernière nouvelle. Oui, mais depuis que je ne participe plus au jeu, je m'abstiens. La mauvaise foi. Mais la mauvaise foi. Vous voulez parler des incivilités à France Travail en Fortos. Je serai d'autant plus bref que j'ai oublié ma sacoche où j'avais un article passionnant qui m'aurait permis de durer un peu. Non, réellement, non, mais c'est une guenille, cette émission. En 2023, dans les 900 agences de France Travail, il y a une augmentation considérable des incivilités et des agressions de toutes sortes. Et ça, c'est un phénomène que on peut relier à une inquiétude délétère des gens qui viennent et qui, au lieu de discuter normalement, s'abandonnent à une forme de violence, qu'elle soit bénigne ou extrême, mais ça montre aussi l'état d'énervement de notre société dans ces endroits où on va parce qu'on est inquiet et on attend une réponse de l'État. Oui, bien sûr, parce qu'on a peur aussi d'être radié, parce qu'il y a des angoisses généralisées, et vous voyez apparaître maintenant dans les transports en commun, c'est pas parce que vous êtes contrôlé qu'il faut être agressif avec le contrôleur, vous voyez ça dans les contrôles, dans les bus, des tickets, etc. Oui, je suis d'accord, ça dit une angoisse existentielle, bref, générale. Voilà. François de Rugy. Et ça dit peut-être aussi quelque chose, alors là pour le coup, pour embrayer sur ce que disait Philippe David tout à l'heure, sur le côté les droits, mais jamais les devoirs. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a un droit, on a le droit d'être indemnisé, on a le droit d'avoir quelque chose, une aide sociale, on a le droit d'avoir son argent à la poste, même s'il n'a pas été versé sur le compte, et ainsi de suite, sans considérer qu'on a le devoir de respecter les autres, de respecter les agents publics, le devoir de respecter les règles, et que si les règles prévoient qu'on n'a pas une indemnisation qu'on souhaitait, eh bien c'est l'application de la loi, et c'est pas contre la personne qui applique la loi qu'on doit s'en prendre. Françoise Degois, Jordan Bardella et Marion Maréchal, cette vidéo. J'ai été extrêmement choqué, d'abord parce que j'ai entendu l'appel de Mathis. Vous savez, Mathis, c'est ce jeune ado de 15 ans qui a été poignardé par un autre ado, à plusieurs reprises d'ailleurs. Et j'ai entendu le père de Mathis sur une radio hier matin qui disait à quel point il ne voulait pas que la mort de son fils soit récupérée politiquement. Il l'a dit 3-4 fois. Et qu'est-ce qu'on a vu hier soir? On a vu Jordan dire, il l'a dit vraiment, il n'a pas envie de ça, il veut que la mort de son enfant lui appartienne, même si de fait elle lui appartient déjà plus, tellement ce truc est sidérant et nous touche tous, mais il a le droit de le dire.
aucun respect. Jordan Bardella qui nous s'est fendu d'une vidéo avec le drapeau français derrière. Mais non, vous trouvez ça excellent, moi je trouve ça pathétique. Et Marion Maréchal dans la course à l'échalote entre les deux extrêmes droites, qui s'est évidemment précipitée pour faire la même chose de façon un peu plus floutée, etc. Moi je suis vraiment honnêtement, je ne pratiquerai jamais la culture de l'excuse, je ne l'ai jamais pratiquée, je ne suis pas dans le déni de ce qui se passe dans cette société, mais objectivement, quand un parent vous dit arrêtez, n'exploitez pas la mort de votre enfant, le minimum, et la gauche aurait fait pareil, attention, c'est pas une question de extrême droite ou droite, etc. La gauche se serait permis de faire ça, j'aurais dit non, c'est pas possible. Écoutez, c'était le matin sur une radio, le soir, les deux trompettes au vent, et voilà, l'immigration, la sécurité, non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est un grand classique, ça a commencé en 2002 avec Papivoise, tabassé, vous vous en souvenez certainement, 2 jours avant le vote du premier tour de la présidentielle. Je trouve ça lamentable. Philippe Bilger. Je ne suis pas d'accord totalement avec Françoise. Je pense qu'on a le droit de faire une synthèse. Les parents sont tout à fait dans le rôle lorsqu'ils considèrent qu'on n'a pas instrumentalisé une tragédie, mais les hommes ou les femmes politiques ont tout à fait le droit, à partir d'événements très spécifiques qui projettent une lumière très sombre sur notre société, d'en tirer les conclusions qu'ils veulent. C'est tout à fait normal. Il y a un délai de décence à respecter. Je suis désolé de vous le dire, mais enfin, c'est pas possible. On est dans une campagne électorale. C'est un truc de charognard. C'est un truc de vautour. Allez, François de Rugy. Pas du tout. On n'a pas son avis. Moi, je suis assez d'accord pour le coup avec Françoise Degois, mais le problème, c'est que je pense que malheureusement, on n'a plus le temps. Ça ne changera pas, parce que ça ne changera pas, parce que tous les courants politiques font ça, tous les médias font ça. Rappelez-vous la mort du petit Ayla, où on nous disait qu'on était inhumain à prendre tous les migrants dans un. Ouais, tout à fait. J'allais donner l'exemple des naufrages de bateaux de migrants, où à ce moment-là, toutes les associations pro-migrants viennent dire c'est un scandale, voyez comme, etc. Donc, y compris en disant des bêtises, mais absolument inacceptables. Par exemple, comme quoi les autorités françaises ne voudraient pas les secourir. Moi, j'ai rencontré des marins de la Marine nationale qui passent leur temps dans le détroit de Calais à aller chercher, qui prennent des risques, qui essayent d'amener d'ailleurs les migrants sur les bateaux de la Marine nationale pour les sauver, qui souvent ne veulent pas et qui disent non, laissez-nous continuer à aller vers l'Angleterre. Donc ça, malheureusement, ça fait partie de l'emballement médiatique à partir de tous les sujets qui touchent, parce que ça touche les gens, parce que ça touche légitimement les gens. Pluriel. Non, on n'a pas le droit en campagne électorale en faisant ça. Mais on ne parle pas de campagne électorale. Mais bien sûr que si. Le drame, même en ça existe aussi hors campagne électorale. Philippe, dans le cas de Bardella et de Maréchal, vous savez très bien ce qui est en train de se jouer. Ils sont en train de se jouer d'une personne. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont raison. Non, ils n'ont pas raison de faire ça. Non, c'est moche de faire ça. C'est moche. En plus de ça, dans cette course à l'échalote entre les deux, une pour bouffer les Républicains et l'autre pour bouffer ce qui reste de l'extrême droite. De Philippe Bilger et on y va. Mais c'est pas une course à l'échalote. Oui ou non, est-ce qu'il a été poignardé par un jeune homme afghan de 15 ans dans des conditions... On l'a tous bien compris. On l'a tous bien compris. Ça accentue évitement régalien dans cette France. Et il est normal qu'ils en tirent des réflexions. Tu parles de réflexion, c'est des clips de propagande. Dans un instant, avec François de Rugy sur un autre sujet, la pollution au plastique. En petite pause, on se détend, on prend une camomille et on revient dans un instant. Ça s'est passé sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Cette émission est très intéressante, mais elle est fatigante. Je vous le dis tout de suite. Je suis au bout du rouleau. On dirait la maîtresse, si tu veux, la cour d'école, complètement déchaînée, désazimuté. Il y a François de Rugy, toujours le bon élève, calme de la classe. Sur le rouleau, il ne reste plus qu'une feuille, je vous préviens. C'est la fin des haricots. Avec nous, Philippe Bilger, Françoise Degois, François de Rugy. Et vous, au 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir. Et avec François de Rugy, dans le tour de table de l'actu des vraies voix, la question est la pollution au plastique. La faute à qui ? Oui, je voulais revenir sur un article que j'ai lu ce matin. Je ne vais pas citer le site d'information sur lequel ça a été publié parce que je ne voudrais pas le mettre en cause et lancer une polémique avec ce site, mais normalement il est tout à fait fiable. Le problème c'est que quand on lit l'article, en fait on a l'impression qu'on est tous responsables de la pollution plastique, qu'évidemment ça va de mal en pis et que les industriels nous cachent le fait qu'ils inondent le monde de plastique, que la pollution plastique en mer augmente, etc., etc.
Et tout ça autour quand même d'un sujet très sérieux qui est une conférence internationale qui vise à réduire le plastique. On nous cite des scientifiques mais sans nous dire quelle équipe, etc. Enfin bref. Bon, tu peux citer le site là. C'est la même rengaine. Non mais peu importe. C'est la même rengaine que ce qu'on entend sur beaucoup de sujets écologiques. C'est tout va mal, ça va de mal en pis, vous êtes tous responsables, les grandes entreprises nous cachent tout. La réalité c'est quoi? C'est que en effet la pollution plastique au niveau mondial augmente. Mais dans notre pays, la France, il faut quand même dire, je suis allé vérifier les chiffres. On produit beaucoup de déchets par an, 550 kilos par an et par habitant, hein, donc ce qui fait plus d'1,5 kg par jour et par habitant. C'est pas tous des déchets plastiques d'ailleurs, déchets. Mais sur les 10 dernières années, l'augmentation du recyclage a été de 14 points. Donc moi j'en ai marre qu'on passe notre temps à décourager les gens, parce que si on leur dit tout va mal, c'est de la faute des grandes entreprises, eh bien plus personne n'a envie de rien faire. Or les efforts des Français, parce que les Français font des efforts pour le tri et donc le recyclage, eh bien ils finissent par s'améliorer. Et savez-vous quelle est la meilleure solution, celle qui est la plus efficace si on veut trier davantage et recycler davantage les plastiques comme les papiers comme le reste? D'arrêter de manger. C'est pas de dire c'est la faute à tel producteur de soda ou c'est la faute à tel producteur de plastique. C'est tout simplement de facturer la collecte des ordures ménagères. Hein, c'est quelque chose d'assez simple qui peut se faire dans toutes les collectivités de France et de Navarre. Non pas comme on le fait bêtement dans les 3/4 des cas par une taxe. Qui est forfaitaire, qui est une taxe additionnelle à la taxe foncière. Donc si vous avez un grand appartement, vous payez une grosse taxe. Si vous avez un plus petit appartement, vous payez une plus petite taxe. Mais ça ne tient absolument pas compte de ce que vous faites en matière de déchets. Or, il y a un dispositif qui existe dans la loi, c'est la redevance incitative. Et là, on vous facture au réel. C'est-à-dire, si vous avez énormément de déchets, bah, vous payez plus. Si vous triez beaucoup, bah, vous payez moins. Et ça, quand on le fait, ça marche. La Haute-Saône, j'ai visité ce département quand j'étais ministre il y a 5 ans. Eh bien, ce département a généralisé la redevance incitative. Et à ce moment-là, il a 2 fois plus de bon tri et de recyclage que la moyenne française. Philippe Billiger, c'est ce qu'il faut en Allemagne, la consigne. J'ai toujours un peu peur, mais bon, c'est intéressant, François, mais qu'est-ce qu'on fait des Et donc, c'est pas l'État nounou, pour rebondir sur ce que disait Philippe David tout à l'heure, c'est au contraire l'État qui responsabilise. Puisque là, on dit, vous payez plus si vous polluez plus, si vous avez plus de déchets, si vous triez moins. Et vous payez moins, on vous récompense si vous triez plus. Mais c'est 14%, on en fait quoi là? On en fabrique. Par exemple, à Paris, par exemple, on fabrique de l'électricité. C'est quelque chose, par exemple, qu'on ignore. On fait des polaires. On fait des polaires. Voilà, on est capable de recycler le plastique aujourd'hui. On est capable de recycler. On fabrique, avec tout ce qu'on recycle, où vont nos poubelles, et bien à Paris, au cœur de Paris, on fabrique de l'électricité. Alors Paris n'est pas malheureusement, les grandes villes ne sont souvent pas à la pointe. Et les territoires ruraux, les villes moyennes sont souvent meilleurs. Je voulais juste dire que vous avez raison, mais n'empêche que vous parlez d'exemple français, mais c'est véritablement européen. Le tri sélectif en Italie, il est tellement fort et ça fait tellement d'années, si vous voulez, qu'il faut quasiment bac+5 pour savoir comment trier entre le séco, l'humido, etc. Non, il faut 5 bacs. On a 6, voire 6. Et honnêtement, moi, je trouve qu'on avance et que l'objectif de tenir en 2040 l'Union européenne, continent zéro déchet plastique, eh bien, moi, je pense que on peut le tenir et je suis d'accord absolument avec François sur l'idée de responsabiliser les gens. Avec une bouteille en plastique comme la vôtre, Philippe Bilger, on peut même faire du carburant pour les véhicules à gasoil. Et regardez ce qu'ont fait les industriels maintenant, les bouchons ne se détachent plus, ça a l'air absolument de rien. Mais c'est très important parce que les bouchons partent pas dans la nature et vous balancez ça et c'est trié directement. Je trouve qu'on progresse vraiment. Il y a une vraie pédagogie à faire là-dessus. Mais c'est vrai que ça va mieux, hein, François de Rugy. Mais après, ça va mieux à l'échelle française. À l'échelle du monde, c'est pas le cas. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de pays dans le monde qui ne collectent même pas les déchets. S'ils les collectent, qui ensuite ne les trient pas ou ne les valorisent pas. Ce que l'on faisait nous il y a 50 ans. En France, il y a 50 ans, c'était des décharges et parfois à la mer. Parfois à la mer. Moi, j'en connais, j'ai plusieurs exemples en tête, en Bretagne, dans le sud, etc. Donc ça, quand on y met fin, quand on a une bonne collecte, un bon système, eh bien on y arrive. Plutôt que de dire, il faut arrêter totalement les plastiques. Il y a quelques, je sais pas, 10 ou 15 ans, on a diabolisé le papier. On a dit, il faut plus utiliser de papier, il faut plus utiliser de carton. Après, maintenant, on diabolise le plastique. Du coup, d'ailleurs, on réhabilite le papier et le carton, parce que les sacs papier à la place des sacs plastiques. Donc, restons un peu rationnels et ayons tout simplement une bonne politique de tri et de recyclage.
Le sacré Lisa, regardez le verre. Imaginez, on dit oui, il vaut mieux acheter en verre, mais franchement, votre bouteille d'huile d'olive, entre la bouteille en plastique et la bouteille en verre, qu'est-ce qui pollue le plus? Qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie? C'est le verre. C'est le verre ou c'est le plastique? Maintenant, moi, j'achète mes bouteilles d'huile d'olive, très bonne marque. La plupart des très bonnes marques font aussi maintenant des bouteilles en plastique plutôt que d'utiliser le verre qui pollue encore plus. Voilà. Mais il faut acheter en plastique et le mettre dans une bouteille de verre que vous gardez. Exactement ce que je fais. On a tous le même système. Voilà. Et ben écoutez, c'est dommage. Dans ce débat, j'aurais pas pu plastiquer Françoise Degois. J'aurais bien aimé. Mais vous devriez faire une émission spéciale sur l'eau, le plastique, etc. On l'a déjà fait dans les vrais. Philippe David, pourquoi vous n'allez pas travailler chez Rire et Chanson? Cabaret des deux ânes, je vous vois bien. 3 spectateurs par soir. Nous, par les plus anciens connaissaient l'Almanach Vermeau. L'Almanach. Et quand vous dites les deux ânes, vous m'incluez dedans? Non, pas du tout. Je mets lui et Philippe Bilger parce que. Merci François de Rugy pour ce sujet intéressant, passionnant. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix, le droit de veto de l'Union européenne. Emmanuel Macron évoque donc une volonté d'y mettre fin pour passer au vote à la majorité qualifiée. L'eurodéputé Raphaël Glucksmann souhaite, lui, limiter le cas de vote à l'unanimité. Alors parlons vrai, est-ce que la fin de l'unanimité, ça ne signifie pas la fin de la souveraineté en politique étrangère? Est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers plus de fédéralisme? Est-ce que l'unanimité ne crée pas l'impuissance? Et à cette question, Europe, faut-il mettre fin à l'unanimité pour la politique étrangère? Vous dites oui à 51%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité aujourd'hui, Max Erwan Gastino, qui est avec nous, essayiste, spécialiste des questions internationales et chroniqueur politique et auteur d'une tribune contre la fin du droit de vote dans le Figaro. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce qu'il faut étendre finalement la suppression sur tous les sujets, le climat, l'énergie, les matières sociales, comme le veut Ursula von der Leyen? Dans ses mémoires, le général de Gaulle dénonçait, je cite, les illusions de l'école supranationale. L'idée selon laquelle plus l'Europe fait de choses, mieux les Européens se porteront. Je crois que c'est en effet une douce illusion. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, vous êtes les bienvenus avec Aude qui vous attend derrière ce numéro. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, on est très heureux de vous accueillir tous les jours et merci d'être si nombreux et de nous écouter parce que parfois c'est pas facile. Voilà, c'est surtout quand on a des personnes à discipliner comme aujourd'hui. Bien entendu, je sors du jeu Philippe Bilger, bien sûr. Quand on a je parle de Françoise Degois, un petit peu de François de Rugy aujourd'hui, mais encore ça va. Et de Philippe. C'est toujours moi en fait, en vérité c'est toujours moi. Vous avez le pire des tricheurs, menteur comme un arracheur de dents. Bilger, vous continuez à créer, à forger la légende d'un type intègre, magistrat. Elle vaut bien la légende de Jimmy. Rien du tout, nada, niente, que chi, que dalle. Mais on est très heureux. On est très heureux d'avoir notre Françoise Degois. Moi aussi, je suis heureuse d'être là, malgré tout. Allez les amis, on y va, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est-à-dire que je considère qu'il est illusoire et pas forcément efficace de vouloir tout faire à 27. La situation que nous observons actuellement nous montre à la fois que nous pouvons parvenir à l'unanimité contre une menace étrangère, mais dans le même temps, cette unité est très fragile. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sanctionner Vladimir Poutine? C'est parce qu'il n'y a pas d'unanimité des 27. Dépendre d'une personne, comme Viktor Orban, qui n'est pas d'accord avec toutes les mesures et avec qui nous avons des problèmes. Cela met en effet l'Union européenne dans une situation très difficile et que nous pourrons surmonter seulement si nous nous débarrassons de la règle de l'unanimité. Dans le cadre du processus décisionnel de l'Union européenne, le droit de vote qui exigeait l'unanimité des 27 membres pour toute décision au Conseil européen est au cœur des débats. Emmanuel Macron aborde la possibilité de mettre fin à ce système en faveur d'un passage au vote à la majorité qualifiée pour la politique étrangère et la fiscalité, une initiative soutenue par la France et l'Allemagne. Et pour rappel, la Hongrie a régulièrement exercé son droit de veto, bloquant seuls certains projets d'aide financière, par exemple avec l'Ukraine, malgré le consensus des autres membres de l'Union européenne. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que la fin de l'unanimité, ça signifie pas la fin de la souveraineté en termes de politique étrangère? Est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers plus de fédéralisme? Il y a d'ailleurs eu une tribune signée par de nombreuses personnalités la semaine dernière dans le Figaro. Est-ce que l'unanimité, ça ne crée pas l'impuissance? Et à cette question, Europe, faut-il mettre fin à l'unanimité pour la politique étrangère? Vous dites oui à 51%,
Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Max Erwan Gastineau est avec nous, essayiste, spécialiste des questions internationales et chroniqueur politique et auteur justement de cette tribune contre la fin du droit de veto. C'était dans le Figaro. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Alors... Pardon. Ça va, François? Ça n'est pas la difficulté de la tâche qui me fait tousser. Non. A priori, quand j'entends une question comme celle-ci, en n'étant pas un grand spécialiste de l'Europe, je le précise aussi, j'aurais tendance à dire c'est très bien d'arriver à la majorité qualifiée parce qu'on aboutira à une Europe apparemment plus efficace. Et à peine ai-je pensé cela que, désireux de penser contre moi-même, certains souhaiteraient que je le fasse le plus souvent possible. Faites jamais, eh bien, faites semblant. Je me demande si, en réalité, l'obligation de n'avoir une majorité pleine et entière ne permet pas parfois d'échapper à un double extrémisme. Il y a les délires européens qui peuvent surgir, et dans ce cas-là, ce qu'on appelle les pays populistes, que moi j'aime beaucoup, pourraient éventuellement entraver le cours délétère d'une Europe totalement fédéraliste, et de l'autre côté, on pourrait avoir l'inverse. Est-ce que l'unanimité n'est pas une manière de protéger l'Europe contre des aberrations? Françoise de Gaulle. Moi, je suis absolument pour la majorité qualifiée parce qu'elle est pondérée. Il ne faut pas penser que c'est une majorité à 51%. Dans les textes, ça dépend des programmes. Je regardais chez Glucksmann, je regarde chez Macron. Même, je ne sais pas si François Bellamy est favorable à ça, mais en tout cas, ça doit représenter tant de pourcentage de pays ou 65% à peu près de la population. Donc, ça n'est pas une majorité à 51 contre 49, la majorité qualifiée. C'est une majorité qui ça exige beaucoup plus de poids. Moi, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Il me semble qu'à partir du moment où l'Europe, à considérer par principe, on ne punit pas un pays à cause de ses gouvernants pour ne pas punir ses populations. C'est ce qui se passe avec Orban. Je rappelle quand même que l'ami Viktor Orban, il contribue à hauteur en gros de 4 milliards d'euros par an à l'Europe et il en empoche 11 ou 12 milliards. Donc, ça va bien aussi. C'est pas un guichet, un libre-service, l'Europe. Donc, je suis absolument sur des choses très précises pour éviter les blocages. De la même manière, je pense que si on avait cette capacité-là au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, on s'en porterait mieux aussi. François de Rugy. Oui, moi j'ai toujours été plutôt pour des majorités qualifiées que des unanimités systématiques. Il y a certains domaines où ce sera toujours sans doute la règle de l'unanimité, comme la défense. Je pense pas qu'on envisage en Europe, aucun pays, je pense, n'envisage qu'une instance européenne décide de l'envoi de soldats contre la vie de tel ou tel pays. En revanche, il y a des cas concrets, et je suis étonné que Raphaël Glucksmann dise qu'il est contre l'unanimité et qu'il veut y mettre fin, alors que dans le même temps, il a dit, il s'est réjoui, mais avec les Républicains, ce qui à mon avis est absurde, que le Sénat français puisse par un vote bloquer un accord commercial 7 ans après en plus avec le Canada. À une autre époque, la gauche française s'est glorifiée que la région de Wallonie, donc c'était même pas la Belgique, c'était la région de Wallonie, bloque également un accord commercial, alors que la négociation des accords commerciaux fait partie des compétences de la Commission européenne. Oui, mais c'est noir sur blanc dans les traités. Mais donc ça montre que malheureusement les gens sont pour la règle de la majorité qualifiée quand ils pensent que la décision ira dans leur sens, mais ils sont pour l'unanimité et le droit de veto quand ils pensent que ça n'ira pas dans leur sens. Tout, là, non, c'est concret. S'il vous plaît, c'est l'obligation de passer devant les parlements nationaux. Non, je suis désolé. C'est le droit de veto. C'est donner le droit de veto à un pays et même à une chambre dans un pays. S'il vous plaît. On a un invité. Max Erwan Gastineau, essayiste, spécialiste des questions internationales et chroniqueur politique, auteur d'une chronique dans le Figaro Vox à ce sujet. On vous écoute pour faire le juge de paix entre les vraies voix. Non, ça sera pas le juge de paix. Il va donner son opinion. J'ai en effet publié une tribune, une opinion centrée sur la fin du droit de veto sur les questions de politique étrangère. Et donc je tiens à rester dans ce cadre parce que ça ne veut rien dire de parler de la fin du droit de veto
en général, il faut parler concrètement, et moi je parle des questions de politique étrangère. Mettons-nous dans la peau de la France, notre pays, en 2003, face à la guerre en Irak. Que se serait-il passé si la politique étrangère de l'Union européenne avait été décidée à la suite d'un vote à la majorité qualifiée? La France aurait suivi ses alliés européens qui ne jurent que par un atlantisme de confort. Elle aurait donc soutenu les États-Unis dans cet aventurisme que nous continuons de payer aujourd'hui, car nous ne vivons pas dans un monde régulé, entièrement concentré, focalisé sur le conflit russo-ukrainien. Il faut voir beaucoup plus large, comme l'évoquait dernièrement Dominique de Villepin au micro de LCI. Nous sommes plus isolés que la Russie. C'est ça la grande nouveauté du système international. C'est pas que la Russie tienne à préserver le monde russe au sein duquel l'Ukraine aurait vocation à rester. C'est le fait que l'Occident est isolé parce que la Russie n'est pas sanctionnée par les autres pays. La croissance russe va être supérieure à la croissance cumulée des pays occidentaux. Pourquoi ? Parce qu'elle a des nouveaux alliés. L'Inde, qui est proche des Européens, qui est proche des Occidentaux, mais qui maintient ses liens avec la Russie. La Chine, les pays d'Amérique latine. Nous nous enfermons dans un bloc occidental alors qu'il faudrait... de la question de Alors nous nous enfermons dans un bloc occidental et la fin du droit de veto sur les questions de politique étrangère, c'est l'assurance pour la France est systématiquement minoritaire puisque notre pays est le seul en Europe et le seul en Europe à porter une autre voie que cet atlantisme de confort dont je parle. L'Allemagne était contre l'intervention américaine en Irak. Mais justement, parce que la France a pris une position forte, elle a assumé. Elle a assumé. Les amis, pourquoi elle n'assumerait pas dans le cadre d'un débat à la majorité qualifiée? Mais justement, parce que aucun autre pays que la France n'aspire à une Europe indépendante des États-Unis. Et vous le voyez sur chaque dossier. Et je voudrais juste terminer sur un point. Après, ce sera vous, Françoise. La vision d'Emmanuel Macron. Macron aussi, il y a deux grandes tendances dans la géopolitique en France. Il y a la tendance, on va dire, gaullienne et la tendance occidentaliste. Macron, c'est dû en même temps, y compris sur la géopolitique. C'est d'un côté, nous allons réifier un bloc occidental au sein de laquelle la France perdra de l'influence parce qu'elle sera systématiquement minoritaire sur les dossiers de géopolitique et en même temps, il affirme la spécificité française et je réponds à votre objection, la spécificité française c'est lorsque Emmanuel Macron revient de Chine et dit que les Européens n'ont pas vocation à suivre l'agenda géostratégique américain. Nous devons avoir notre propre vision du monde, notre vision du dossier chinois et lorsque Macron propose en décembre 2023, donc en décembre dernier, de participer au sommet des BRICS, le jour où la France ne sera plus maîtresse de ses destinées en matière de politique étrangère, cette décision, cette proposition qui va dans le sens de l'histoire de l'évolution du monde sera complètement absurde. Or, nous devons nous ouvrir à de nouveaux pays, pas simplement à nos alliés occidentaux. Je relance sur la guerre en Irak, il dit vrai, parce qu'on aurait été... Non, on aurait été en Irak. Je peux terminer. Il n'y avait que la France, l'Allemagne et la Belgique qui étaient contre un C'est la puissance. Excusez-moi, la majorité qualifiée, on sait de quoi on parle? On parle de ce que ça représente en population, par exemple. Si vous représentez, 3 pays représentent 65% de la population. Ils ne représentaient pas 65%. Mais l'Italie n'était pas pour la guerre en Irak. Elle était pour, Berlusconi la soutenait. Mais d'accord, Aznar la soutenait. Blair la soutenait. D'accord, mais l'Allemagne et la France ne la soutenaient pas. Et par ailleurs, excusez-moi, je vais jusqu'au bout de ma démonstration. Vous êtes complètement délirant d'expliquer que la France aurait perdu sa souveraineté. On parle de décision européenne. Il ne s'agit pas de remettre. Mais il s'agit pas de remettre les clés de la politique étrangère française avec la majorité. La France en 2003 n'a pas eu peur d'être seule. Et parce qu'elle n'a pas eu peur d'être seule, elle a affirmé une position. L'Allemagne l'a suivi. L'Allemagne l'a suivi. Si demain, avant de prendre position, nous devons demander aux Européens l'autorisation. Excusez-moi, la France ne peut pas être qualifiée. On vous entend pas, les amis. La France ne peut pas se distinguer uniquement sur un discours aux Nations Unies. Arrêtez avec ce mythe et cette folie générale sur ce qu'est la politique de la France, sur ce que vous dites sur la Russie qui n'est pas isolée. Je suis d'accord avec vous sur les BRICS. Je suis absolument d'accord avec vous, mais arrêtez de faire de l'Europe une espèce de petite chose qui serait une sorte de poupée de chiffon de coincer entre les États-Unis et la Chine. Ça n'est pas vrai. Et revenons au cœur du sujet. Est-ce que lorsque l'Union européenne veut prendre une décision de politique étrangère pour elle-même,
Pour elle-même. Pas à l'ONU, pas ceci, pas dans les relations avec les pays. Pour elle-même. Est-ce qu'elle le fait à la majorité qualifiée, qui peut être une majorité large, solide, ou est-ce qu'elle le fait à l'unanimité? Voilà, c'est ça le débat. Et ayons ce débat au moment des élections européennes, ça c'est utile, parce que si ça doit évoluer dans les années qui viennent, eh bien qu'au moins les députés européens qui seront élus, on sache sur quoi ils se positionneront. Je voudrais terminer sur cette question de 2003 et aller plus loin. Je rappelle quand même que vous faites comme si la France n'avait pas cette puissance-là. Il nous en reste qu'une à peu près puissance. C'est le poids de notre vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Et la force de frappe nucléaire. Je suis absolument d'accord avec vous, Philippe. Mais sur le plan diplomatique, nous avons sur le plan de la défense la dissuasion nucléaire et nous avons le poids du droit de veto. Écoutez, arrêtez de faire comme si d'un seul coup nous serions totalement affaiblis et totalement enfoncés. Ça n'est pas vrai. Pour que je comprenne bien, au fond, quelle serait l'Europe que vous souhaitez? Alors, moi je pense que, et je vais faire un parallèle avec la transition énergétique. La France a assumé de défendre contre la position qui était celle de l'Union européenne, l'industrie nucléaire, parce qu'elle était conforme à son intérêt national. Elle a fait changer la position de l'Union européenne. Oui, mais justement, en faisant valoir un dissensus constructif, en défendant son intérêt national, elle a brisé l'unité européenne et elle a entraîné dans son sillage des pays d'Europe centrale et orientale, mais parce qu'elle a osé assumer sa position pour demain. Belle démonstration. Laissez-le parler. Parce que la politique énergétique de l'Union européenne n'est pas décidée à la majorité. Le jour où demain, dans l'Union européenne, pour prendre une décision, il faudra passer par un vote à la majorité qualifiée, la France, avec sa position qui consiste à dire que l'Europe doit être indépendante des États-Unis, sera systématiquement seule, parce que tous les pays d'Europe occidentale, comme tous les pays d'Europe centrale et orientale, sont convaincus que nous formons un bloc occidental uni face à un reste du monde hostile. Je crois qu'il faut complexifier notre rapport au monde. Et puis quand vous le simplifiez, c'est vous qui justement, nous ne vivons pas le retour de la guerre froide, nous ne vivons pas une logique de bloc avec d'un côté le bloc autoritaire et de l'autre un bloc occidental. Il faut avoir une vision beaucoup plus souple des relations internationales, et je crois que la France le porte. Mais pour que la France porte cette voix spécifique et soit entendue, il ne faut pas un vote à la majorité qualifiée, parce qu'elle s'en remettra toujours à des alliés qui, eux, ne l'entendent pas de cette oreille et veulent suivre les États-Unis. Quand on voit les achats d'armes, tout le monde a acheté des F-35, il n'y a que les Grecs et les Croates qui ont acheté quelques rafales. Non, mais c'est la même chose. Les Européens sont alignés sur les États-Unis. Excusez-moi, la plupart des candidats. Alors, si vous partez, pourquoi ils n'achètent pas des rafales? Est-ce que si vous partez là-dessus, la plupart des candidats, à commencer par Macron, continuer par Glucksmann et François-Xavier Bellamy, proposent par exemple la préférence européenne sur les commandes publiques? Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Donc, non mais vous comprenez ce que je veux dire? Mais que la Commission européenne est contre parce qu'elle est pour le libre-échange total. C'est pour ça qu'il y a des élections. Ne hurlez pas, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il y a des élections. Et quant à ce que vous dites, la majorité qualifiée, elle se prendrait sur la politique internationale, sur la politique des affaires étrangères et sur la fiscalité. Pourquoi vous mettez l'énergie dedans? Pourquoi vous? C'est surtout qu'il faut arrêter avec cette auto-flagellation française qui consiste à dire nous sommes tout seuls, nous sommes isolés, toute l'Europe est contre nous. Mais c'est faux. Il y a plein de sujets et l'exemple du nucléaire en est un excellent, sur lesquels la France est parfaitement en mesure de rassembler d'autres pays avec elle, de créer des coalitions au sein de l'Union européenne et ensuite d'être majoritaire. Et heureusement, et contrairement à ce que vous dites, c'est pas vrai que les pays d'Europe de l'Est sont d'un seul bloc, tous pro-américains. D'ailleurs, Orban sur les sanctions par rapport à la Russie, sur l'Ukraine, il n'est pas du tout sur la ligne américaine. Il a dû se ranger parce que justement il était isolé. Sur justement, c'est intéressant les questions relatives justement à ces petits pays d'Europe centrale et orientale, parce que une Europe, la Pologne était contre. La Pologne a peut-être évolué du fait de la nouvelle majorité, mais la Pologne était longtemps contre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre leur souveraineté. Il faut comprendre que ce sont des petits pays qui ont été longtemps dominés par des empires. C'est 40 millions d'habitants. Oui, mais d'accord, mais ça reste quand même une petite nation au sens, une petite nation, si je peux, une petite nation au sens où l'entendait Milan Kundera. C'est une nation qui a conscience de sa vulnérabilité, parce qu'elle a disparu pendant plus de 120 ans, la Pologne, la Hongrie, toutes ces petites nations, la Slovaquie, la Bulgarie, qui ont été dominées par des empires. Si l'Europe devient une sorte de nouvel empire, quand bien même serait-il démocratique, ils ne vont pas suivre. Il ne faut pas oublier qu'une décision, une bonne décision, c'est une décision durable, et une décision durable, c'est une décision qui a la légitimité derrière elle. Si ce sont des exécutifs européens majoritaires qui imposent leur discipline à des minorités récalcitrantes, vous allez fragmenter l'Europe, vous n'allez pas consolider l'Union européenne. La discipline budgétaire, vous avez vu la situation de la France, de l'Italie, d'autres pays. Est-ce qu'on est dans le traité de Maastricht? On n'y est pas depuis quasiment le traité de Maastricht. Si l'Allemagne. Si l'Allemagne, il y a des pays frugaux. La Finlande. Moi, je c'est pas une dictature, l'Europe, c'est pas l'Empire austro-hongrois. Qui a parlé de dictature? Si vous c'est pas la Yougoslavie Tito.
Moi, je sais pas moi. Moi, j'aime bien ce qu'a dit Bruno Le Maire récemment sur la. Je reviens à l'énergie, qui est mon domaine de compétence, mais peu importe. Bruno Le Maire a dit il faut que l'Europe fixe des grands objectifs, charge ensuite aux États-nations de les atteindre à partir de leur propre mix. C'est toujours passé. Non, il y a la tentation. Et c'est en grande partie inefficace. Il y a la tentation après chaque crise de transférer, et Emmanuel Macron l'incarne, de transférer toujours plus de compétences à l'échelon supranational, comme si le toujours plus d'Europe était la panacée. Non, il faut que l'Europe se contente de peu, de fixer des grands objectifs et laisse le choix aux États européens de choisir leur ligne et en matière énergétique, que la France fasse du nucléaire si elle veut, que l'Allemagne ne le fasse pas. Non, il a fallu l'imposer parce que l'Europe voulait réunifier. Mais la preuve, la France et le cadre de la transition énergétique ont deux lignes complètement opposées sur la politique énergétique. Et la France s'est longtemps pliée, notamment à l'époque du gouvernement socialiste. Mais vous dites n'importe quoi. Si, en remettant en cause. Mais c'est absolument pas l'Europe qui nous a imposé objectifs nucléaires. L'Espagne a sa propre voie, l'Italie a sa propre voie. Tous les pays ont leur voie en matière énergétique. Là, justement. On a encore. Excusez-moi, moi je voulais juste 30 secondes. Cette idée générale de penser que nous sommes, je sais très bien que tout ça est trimballé par la technostructure, nous sommes dirigés par des gens qui ne sont pas élus, toujours les mêmes anciennes. Je suis dégoûté. Mais je sais que c'est pas votre argument. La réalité, c'est que le Parlement européen a de plus en plus voix au chapitre, et je pense au contraire, moi, que la majorité qualifiée, c'est profondément démocratique, et que la France n'est pas un petit pays, une petite puissance moyenne qui est incapable d'entraîner les gens. Ça, c'est pas vrai. Max Erwan Gastino, le mot de la fin. La France n'est pas un petit pays et elle peut faire valoir une voix spécifique sur la scène internationale si elle se lie toujours plus à un bloc occidental suranné. Nous ne vivons plus à l'époque de la guerre froide. Sa voix sera toujours plus diluée. Or, nous avons besoin de nous adresser aux pays du Sud. Ouvrons-nous. Tout ne se joue pas en Ukraine. Merci beaucoup, Max Erwan Gastino. Essayiste, je suis épuisé, moi. Spécialiste des questions internationales et chroniqueur politique. Et auteur de cette tribune contre la fin du droit de veto dans le Figaro. Merci d'avoir été avec là. Merci de vous être battu comme un lion face à François de Rugy. Avec Françoise Degois et Philippe Bilger. Merci pour cette émission douce, j'ai envie de dire. Douce. Voilà, je vais garder ce mot. C'est qui l'a dit surtout. C'était très bien. Ça me va vraiment bien. Allez, on vous embrasse et vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler emploi. Emploi dans l'industrie. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce sera beaucoup plus calme. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.